Lors de l'accouchement de mes jumeaux, mon mari PDG réconfortait sa maîtresse. Quand il s'est enfin souvenu de moi, il a couru à l'hôpital, seulement pour entendre « Votre femme, héritière d'un conglomérat du top 3, est partie en hélicoptère avec les bébés. » Dans le couloir de l'aile VIP de la maternité de l'hôpital Sainte-Marguerite. C'était si silencieux que le seul son était le clic des chaussures de ville sur le sol de marbre. David Lefebvre sortit de l'ascenseur, ajustant le col de son costume avec ses doigts fins, une pointe d'épuisement sur son visage. Il venait de déposer Chloé Dubois dans son appartement de luxe à Paris. Son amie d'enfance s'était plainte de douleurs thoraciques, alors il l'avait accompagnée dîner et avait passé la moitié de la soirée à la réconforter avant de réussir à partir une fois qu'elle s'était endormie. L'écran de son téléphone brillait encore de messages non lus, tous de Chloé. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Conduis prudemment. Envoie-moi un message quand tu arrives. David les a parcourus du regard, mais n'a pas répondu. Il a remis son téléphone dans sa poche et a marché droit vers la chambre d'hôpital au bout du couloir. Sa femme, Victoria, venait de donner naissance cet après-midi-là à une paire de jumeaux, un garçon et une fille. S'arrêtant à la porte, David leva la main pour l'ouvrir, mais il remarqua que quelque chose n'allait pas. C'était trop silencieux à l'intérieur. Il n'y avait pas de pleurs de bébé, pas de bruit de quelqu'un qui bougeait. Même la lumière qui filtrait sous la porte était d'un blanc froid, dépourvu de toute chaleur humaine. Il fronça les sourcils et poussa la porte. La pièce était complètement vide. Les 3 lits étaient impeccables. Les draps, si lisses qu'on aurait dit que personne ne s'y était jamais couché. Les tables de chevet étaient complètement nues. Les fournitures et vêtements pour bébé qui auraient dû être empilés avaient tous disparu. La fenêtre était à moitié ouverte, laissant la brise nocturne souffler et faire bruire doucement les rideaux. David resta figé à la porte pendant 2 secondes. Il tourna la tête pour regarder le couloir, confirmant qu'il n'était pas entré dans la mauvaise chambre. VIP 603. C'était bien la bonne pièce. Où était-elle? Il entra dans la pièce et écarta le rideau. La salle de bain était vide. Il ouvrit le placard. Vide. Là où se trouvaient les berceaux, il ne restait que 2 cadres métalliques. La pièce entière avait l'air d'avoir été nettoyée à fond. Pas même un seul cheveu. David sortit son téléphone et composa le numéro de Victoria. Cela sonna 3 fois avant de raccrocher. Il composa à nouveau. Cela tomba directement sur la messagerie vocale. Il appela ensuite la mère de Victoria. L'appel passa, mais personne ne répondit. Qu'est-ce que l'enfer se passe, marmonna David, réprimant l'irritation qui montait en lui, se préparant à aller au poste des infirmières pour exiger des réponses. Alors qu'il se retournait et marchait vers la porte, celle-ci fut poussée de l'extérieur. Un homme entra. Il avait environ 30 ans, portait des lunettes à monture dorée et un costume gris foncé sans étiquette de designer visible, mais clairement incroyablement cher. Dans sa main gauche, il tenait une élégante mallette en cuir, et de sa main droite, il retirait un écouteur, l'air complètement imperturbable, comme s'il venait de sortir d'une réunion de haut niveau. Monsieur Lefebvre, l'homme hocha la tête. Son ton était plat, sonnait presque comme une transaction commerciale de routine. David fronça les sourcils devant l'intrus. Il n'avait jamais vu cet homme auparavant, mais l'étranger savait clairement qui il était. « Qui êtes-vous ? Permettez-moi de me présenter. » L'homme tendit nonchalamment la main dans la veste de son costume, en sortit une carte de visite et la lui tendit. « Je m'appelle Liam Moreau, assistant exécutif en chef chez Valois Global Holdings et également l'assistant personnel de mademoiselle Victoria Valois. » David prit la carte. Il jeta un coup d'œil aux lettres dorées sur le fond noir mat, qui portait un logo d'entreprise. Il était extrêmement familier avec Valois Global Holdings, l'un des 3 plus grands conglomérats des États-Unis, un empire couvrant l'immobilier, la finance et l'énergie. L'homme à la barre, Richard Valois, était connu comme le milliardaire reclus du monde des affaires. David connaissait certainement Valois Global, mais pour ce qui le concernait, lui et la famille Valois existaient dans des univers complètement différents. Il leva les yeux, son regard se glaçant en fixant l'homme, se faisant appeler Liam.
Valois Global, l'assistant personnel de ma femme. Vous vous êtes trompé de chambre? Liam ajusta ses lunettes à monture dorée, les coins de sa bouche s'inclinant légèrement, bien que le sourire manquait de chaleur. Monsieur Lefebvre, mon temps est limité, alors je serai direct. Le vrai nom de votre femme est Victoria Valois. Elle est la seule fille de notre président, Richard Valois, et l'unique héritière de tous les actifs de Valois Global Holdings. David ne parla pas. Écouter ces mots, c'était comme entendre une blague terrible. Victoria était la fille de Richard Valois. La Victoria qui avait été mariée à lui pendant 3 ans et n'osait même pas acheter une robe décente chez lui. La Victoria qui devait compter sur l'allocation mensuelle qu'il lui accordait. La Victoria que sa mère réprimandait constamment comme un fardeau sans le sou. Vous dites? La voix de David était très douce. Son père est Richard Valois? Exactement. La réponse de Liam fut nette et claire. Son père est Richard Valois. David répéta les mots, puis laissa échapper lentement un rire. Un rire empli d'une moquerie et d'une absurdité indescriptible. Son père est Richard Valois, pourtant elle a passé 3 ans chez moi à agir comme un paillasson soumis. Liam ne se laissa pas prendre au piège. Il ouvrit simplement sa mallette, en sortit une pile de documents et les plaça soigneusement sur la table basse à proximité. David jeta instinctivement un coup d'œil, seulement pour voir quelques mots gras et frappants en haut de la première page. Accord de règlement de divorce. Les yeux de David se fixèrent sur ces mots, ses pupilles se contractant légèrement. Liam ne prêta aucune attention à son expression changeante et continua de parler, son ton ressemblant à un rapport sur une fusion d'entreprises. Monsieur Lefebvre, mademoiselle Valois a tenu un registre détaillé de chaque grief qu'elle a subi pendant ces 3 années avec la famille Lefebvre. Combien de fois votre mère, Marguerite Lefebvre, l'a soumise à des abus verbaux? Le fait que la famille Lefebvre lui ait assigné un quartier du personnel plus petit qu'une cuisine. Le fait que votre médecin de famille ne l'ait visité qu'une seule fois pendant toute sa grossesse. Et aujourd'hui, le jour même de son accouchement, vous, Monsieur Lefebvre, étiez en train de faire du shopping et de dîner avec votre amie d'enfance Chloé Dubois. Si nécessaire, nous pouvons passer en revue ces griefs ligne par ligne. Le visage de David s'assombrit petit à petit. Il voulait rétorquer, exiger pourquoi cet invité non invité se tenait dans sa chambre d'hôpital pour le sermonner d'un ton si condescendant. Mais chaque chose que l'homme venait de lister était un fait. Surtout la dernière partie. Quand Victoria accouchait, il avait effectivement été avec Chloé. Où est Victoria? David ne réagit pas aux accusations. Il posa la question la plus cruciale. Elle est déjà partie. Liam retira sa main de la table basse et se redressa, sa posture retrouvant une composure inébranlable. Il y a 45 minutes, un hélicoptère a atterri sur l'héliport de l'hôpital Sainte-Marguerite. Mademoiselle Valois, sa mère et vos 2 enfants. Je m'excuse. Je veux dire, les 2 jeunes héritiers de la famille Valois ont déjà été escortés par nous. David eut l'impression que quelqu'un avait frappé une lourde cloche dans sa tête. Un hélicoptère? Sa voix se brisa finalement. Vous l'avez emmenée, elle et les bébés, en hélicoptère? Oui. L'hélicoptère privé de la famille Valois, numéro d'immatriculation VGH 001. Un équipage de 6 personnes au total. 2 pilotes, 2 médecins et 2 infirmières néonatales, entièrement équipés. Si cela vous intéresse, Monsieur Lefebvre, vous pouvez demander les journaux de contrôle du trafic aérien de l'hôpital Sainte-Marguerite pour cette nuit. Quand Liam dit cela, son visage portait toujours ce sourire professionnel standard. Elle vient d'accoucher. La voix de David monta soudainement en intensité. Les émotions qu'il avait réprimées toute la nuit s'ouvraient enfin. Elle vient d'avoir une césarienne. Vous l'avez transportée en hélicoptère. Et s'il lui arrivait quelque chose? Monsieur Lefebvre? Liam l'interrompit, sa voix pas forte, mais assez pour que la fin de la phrase de David reste coincée dans sa gorge. Soyez assurés, comparé à la sécurité de mademoiselle Valois, je suis bien plus préoccupé par la situation à laquelle vous êtes sur le point de faire face. La veine sur la tempe de David palpitait. Liam tendit la main dans sa mallette une fois de plus. Cette fois, il en sortit une enveloppe.
C'était une enveloppe blancassée scellée à la cire. Le sceau n'était pas le cachet d'entreprise de Valois Global, mais plutôt une élégante lettre V. Ceci est une lettre que mademoiselle Valois vous a laissée avec l'accord de divorce que j'ai mentionné plus tôt. Liam plaça l'enveloppe sur la table basse et la poussa vers David. Elle ne souhaite avoir aucun contact direct avec vous sous quelque forme que ce soit. Elle m'a donc autorisé à tout gérer. De plus, permettez-moi de résumer votre situation actuelle. Liam sortit son téléphone, le fit glisser 2 fois et lut à voix haute. Premièrement, à 20h12 ce soir, Avant-Garde Capital a gelé tous les comptes des Industries Lefebvre dans toutes les institutions financières affiliées à Valois. Deuxièmement, à 20h25, 13 fournisseurs majeurs travaillant avec les Industries Lefebvre ont simultanément reçu des avis écrits de Valois Global. À compter de demain, toutes les transactions financières et partenariats commerciaux liés à votre entreprise seront suspendus. Troisièmement, à 20h40, la cote de crédit des Industries Lefebvre a été déclassée à surveillance négative. Il rangea son téléphone, remonta ses lunettes et regarda David. Monsieur Lefebvre, à l'heure actuelle, le flux de trésorerie des Industries Lefebvre a été complètement coupé. Vous savez mieux que moi ce qui se passera à l'ouverture du marché demain. David resta figé sur place, complètement paralysé. La lumière du couloir traversait la porte à moitié ouverte, projetant une longue ombre de Liam sur le sol. La chambre d'hôpital était d'un calme mortel, le seul son étant le klaxon occasionnel d'une voiture venant des rues de Paris à l'extérieur. Liam se pencha, ramassa l'enveloppe contenant l'accord de divorce et la lettre, et au lieu de la laisser sur la table, la tendit directement à David. Ses mouvements étaient délibérés, comme s'il remettait le document le plus ordinaire du monde. Mademoiselle Valois m'a demandé de vous transmettre un message. David leva les yeux. Son regard était sombre et sans fond, de légères lignes injectées de sang apparaissant dans le blanc de ses yeux. Quel message ? Liam le regarda droit dans les yeux, articulant chaque mot clairement. Monsieur Lefebvre, vous avez passé 3 ans à traiter comme de la saleté une femme qui était prête à cacher son identité pour vous. Maintenant, veuillez vous préparer mentalement. Une fois qu'elle redeviendra l'héritière de la famille Valois, vous n'aurez même pas la chance de vous prosterner à ses pieds. L'enveloppe fut pressée dans la main de David. Liam recula, se retourna et marcha vers la porte. Le son de ses chaussures de ville sur le sol de marbre était régulier et rythmé. Chaque pas ressemblait à un compte à rebours vers la ruine. David serra l'enveloppe, ses phalanges blanchissant sous la force. Il fixa le dos de Liam s'éloignant, sentant comme si une boule de coton avait été enfoncée dans sa gorge, le rendant complètement muet. Alors que Liam atteignait la porte, il s'arrêta soudain, comme s'il se rappelait quelque chose. Il ne tourna pas la tête, ne tournant son visage que légèrement, ses lunettes reflétant un éclat blanc froid sous les lumières. « Oh, c'est vrai, monsieur Lefebvre. J'ai oublié de vous rappeler une chose. Votre téléphone a vibré plusieurs fois plus tôt. Je vous suggère de le vérifier maintenant. Cela devrait venir de votre mère, Marguerite Lefebvre. L'acte de propriété de votre domaine de Saint-Cloud a également été saisi ce soir. » La porte se referma doucement. Le son des chaussures en cuir s'estompa, finissant par disparaître au bout du couloir. David se tenait seul dans la chambre d'hôpital VIP vide, serrant l'enveloppe blanc cassée, les rideaux ouverts et la nuit d'encre derrière lui. Il baissa les yeux sur l'élégante lettre V sur le seau de cire. Ses lèvres bougèrent comme s'il voulait appeler le nom de quelqu'un. Personne ne répondit. Le téléphone dans sa poche commença à vibrer frénétiquement. L'écran s'illumina d'un nom. Maman. David ne répondit pas. Comme soudainement vidé de toutes ses forces, il trébucha 2 pas en arrière et heurta le mur froid. L'enveloppe glissa de sa main et tomba au sol. Un coin de l'accord de divorce en déborda. Le papier blanc comme neige couvert de clauses légales denses. Dehors, les néons de la ville continuaient de clignoter. À l'horizon lointain, les feux de navigation d'un hélicoptère clignotèrent dans le ciel nocturne, dérivant de plus en plus loin jusqu'à disparaître dans les nuages. Chapitre 2. Identité révélée. David n'avait aucune idée de la façon dont il était sorti de l'hôpital. Les dures lumières fluorescentes du couloir brûlaient ses yeux secs.
Il serrait l'enveloppe blanc cassée dans sa main. Les bords du papier déjà froissés par sa poigne. Les portes de l'ascenseur s'ouvraient et se fermaient. Il n'est pas monté. Le son d'une infirmière poussant un chariot résonna dans la cage d'escalier, se rapprochant, puis s'estompant. Son téléphone vibra dans sa poche pour la 4e fois. Machinalement, il le sortit et glissa pour répondre. Au moment où l'appel se connecta, la voix stridente de Marguerite Lefebvre explosa du haut-parleur. « David, où es-tu ? Reviens ici tout de suite. Quelque chose est arrivé à notre maison. L'ancien domaine. La banque vient d'appeler et a dit que l'acte de propriété a été gelé et l'entreprise, tout l'argent des comptes d'entreprise est bloqué. Le directeur financier est en pleine crise de panique, il dit que plus d'une douzaine de partenaires ont envoyé des lettres mettant fin à leur contrat en même temps. Maman. La voix de David était comme érodée. À l'autre bout de la ligne, Marguerite fit une pause d'1 seconde, puis cria encore plus fort. Qu'est-ce qui ne va pas avec ta voix ? Tu t'es encore battu avec Victoria ? Écoute-moi. Nous n'avons pas le temps de nous inquiéter pour elle en ce moment. Retourne immédiatement au bureau. Notre famille est ruinée. Le père de Victoria est Richard Valois. Cette phrase pénétra la ligne téléphonique comme un clou d'acier. La voix de Marguerite disparut instantanément. Il y eut 5 secondes de silence complet avant qu'elle ne demande, sa voix complètement déformée. Qu'est-ce que tu as dit ? Le père de Victoria est Richard Valois. David le répéta mot par mot comme s'il le gravait dans sa propre mémoire. Richard Valois de Valois Global Holdings. Notre maison a été saisie par la famille Valois. L'argent de notre entreprise est bloqué par la famille Valois. Un bruit de brise aigu vint de l'autre bout de la ligne. Quelque chose était tombé par terre. S'ensuivit la respiration rapide et lourde de Marguerite, comme si quelqu'un l'avait prise à la gorge. Impossible. La voix de Marguerite se brisa en un cri désespéré. Cette pauvre femme. Sa mère vendait des hot-dogs d'un chariot de rue. Son père n'est pas mort il y a longtemps ? Comment cela pourrait-il être ? Comment pourrait-il être Richard Valois ? David ferma les yeux, appuyant l'arrière de sa tête contre le mur froid de béton. Il y a 3 ans, Victoria lui avait dit que ses parents étaient divorcés. Son père était décédé tôt et sa mère l'avait élevé à travers d'énormes difficultés. Il lui avait dit qu'il s'en fichait. Il avait dit qu'il l'épousait seulement parce qu'elle était enceinte. Il n'avait jamais sérieusement posé de questions sur ses antécédents familiaux. L'assistant exécutif de la famille Valois vient de me voir, dit David, sa voix étrangement calme. Un hélicoptère a atterri sur le toit. Ils l'ont emmené, les bébés et sa mère. La ligne de Marguerite devint complètement silencieuse. Après un long moment, si long que David pensa que le signal avait été coupé, un hurlement soudain éclata du haut-parleur. Ce n'était pas un cri de tristesse, mais le hurlement terrifié et l'âme brisée de quelqu'un qui avait perdu la raison. C'est fini. Nous sommes perdus. Nous sommes ruinés. David, notre famille est ruinée. La famille Valois. Qui sont les Valois ? Nous écraser est plus facile que d'écraser un insecte pour eux. Quoi ? Que ai-je fait à Victoria avant ? Combien de fois l'ai-je traité de rebut ? Je l'ai fait vivre dans les quartiers des domestiques. J'ai jeté la soupe de poulet que sa mère avait faite en plein visage. Nous sommes morts. La famille Valois ne nous laissera jamais partir. David raccrocha le téléphone. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent à nouveau. Un jeune couple en sortit, tenant un nouveau-né. Le bébé dans les bras de la femme pleurait bruyamment tandis que le mari portait frénétiquement des sacs de fournitures à côté d'eux. Leurs 2 visages étaient remplis de la joie chaotique de la nouvelle parentalité. David les regarda, se souvenant soudain qu'il n'était pas là quand Victoria a accouché. Il était dans l'appartement de Chloé, en train de lui peler une pomme. Il se retourna et marcha dans l'ascenseur, claquant le bouton du hall. L'ascenseur descendit lentement. Le reflet dans le miroir montrait un homme au visage cendré, aux yeux enfoncés et à la cravate tordue, ressemblant exactement à un chien errant. Son téléphone sonna à nouveau. Cette fois, ce n'était pas Marguerite. C'était Chloé.
Il regarda le nom clignotant sur l'écran, se sentant soudain incroyablement ironique. Quelques heures plus tôt, il sentait que ce nom représentait la douceur et quelqu'un qui avait besoin de sa protection. Maintenant, en le regardant, il sentait seulement qu'il était absolument ridicule. David l'ignora. Il refusa l'appel, puis bloqua le numéro de Chloé. Il sortit des portes de l'hôpital. Le vent nocturne, portant un froid piquant, le frappa au visage. Dans le parking, sa Bentley était garée à son endroit habituel. Mais alors qu'il tendait la main vers la poignée de la porte, il remarqua un morceau de papier coincé sous l'essuie-glace. Il le retira. C'était une ligne de texte imprimée. Monsieur Lefebvre, les fonds utilisés pour l'achat de ce véhicule provenaient d'un prêt accordé par une firme financière sous Valois Global. Ce prêt a maintenant été gelé. Nous vous conseillons de régler le solde restant dans les 48 heures, sinon le véhicule sera saisi. David serra le papier, tout son corps tremblant. Il froissa vicieusement la note en une boule et la jeta au sol. Il ouvrit la porte d'un coup, monta et démarra le moteur. Le moteur rugit, mais il n'avait aucune idée où aller. Aller au bureau. L'entreprise était déjà morte. Rentrer chez lui. La maison avait été scellée. Trouver Victoria. Il ne savait même pas où se trouvait le domaine de la famille Valois. En 3 ans de mariage, il n'avait jamais demandé l'adresse de sa famille. Il n'avait jamais pensé qu'il y avait une raison de visiter la maison d'un parent pauvre. David sortit du parking de l'hôpital, conduisant sans but sur l'avenue principale. Le paysage nocturne de la ville défilait à l'extérieur de ses fenêtres. Les néons clignotaient sur son visage. Sur le siège passager, l'enveloppe blanc cassée reposait tranquillement. Le seau de cire brillait d'une lumière dorée foncée sous les lampadaires. Il attrapa l'enveloppe et la déchira. À l'intérieur se trouvaient 2 documents. Le premier était l'accord de divorce. Les termes étaient clairs comme de l'eau de roche. David Lefebvre renonçait volontairement à tous les biens matrimoniaux. La garde des jumeaux appartenait entièrement à Victoria Valois. La famille Lefebvre était interdite de droit de visite en toutes circonstances. Le second document était une note manuscrite. Il reconnut l'écriture de Victoria. Nette, droite, chaque trait, portant une touche d'entêtement. Elle avait été institutrice, tellement habituée à écrire sur des tableaux noirs que tout ce qu'elle écrivait ressemblait à un plan de leçon. La note ne contenait que 2 lignes. David, 3 ans. J'ai attendu 3 ans que tu te retournes. Maintenant, j'ai fini d'attendre. David fixa ces 2 lignes, ses doigts serrant le papier de plus en plus fort jusqu'à ce qu'il se froisse en boule. Il voulait rire, voulait crier, mais c'était comme si une pierre était logée dans sa gorge, incapable de monter ou de descendre. Que voulait-elle dire? Elle a attendu 3 ans. Que voulait-elle dire? Elle avait fini de faire semblant. Elle aurait pu simplement lui dire qui elle était dès le début. Elle n'avait pas à endurer toute cette humiliation. Quand sa mère l'appelait une malédiction sans le sou, pourquoi n'a-t-elle pas riposté? Quand il l'a faite dormir dans les quartiers des domestiques, pourquoi n'a-t-elle pas dit un mot? Pendant 3 ans, elle a avalé sa froideur, la cruauté de sa mère et la condescendance de Chloé. Elle n'a jamais expliqué un seul mot. Et maintenant, elle utilise un hélicoptère, un assistant et un accord de divorce pour lui dire qu'elle a fini de jouer. David frappa son poing sur le volant. Le klaxon retentit d'un cri perçant. La voiture derrière lui a allumé ses feux de route 2 fois, mais il est resté complètement inconscient. Son téléphone sonna à nouveau. Cette fois, ce n'était pas Marguerite. C'était son assistant, Thomas. Monsieur Lefebvre, c'est un désastre. La voix de Thomas était épaisse de panique. Une énorme équipe d'auditeurs vient d'envahir l'entreprise. Ils ont dit avoir reçu un tuyau d'avant-garde capitale et enquête sur nos comptes. Le fisc est là aussi, affirmant des soupçons d'évasion fiscale. Ils confisquent 3 ans de registre et 2 véhicules de tribunal viennent d'arriver en bas. Les fournisseurs ont intenté une action en justice conjointe contre nous pour factures impayées. Je sais, David le coupa, sa voix si épuisée qu'elle semblait vidée de toute vie. Laissez-les auditer. Mais monsieur Lefebvre, les comptes, il y a des choses dans les livres.
J'ai dit, laissez-les auditer. David termina sa phrase, raccrocha le téléphone et le jeta sur le siège passager. Il enfonça sa pédale d'accélérateur. La voiture s'élança, disparaissant dans la nuit de plus en plus profonde. Il ne savait pas où Victoria se trouvait à ce moment-là, mais il savait qu'à partir de ce soir, ce nom deviendrait le plus grand cauchemar de sa vie. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, un hélicoptère avait déjà atterri en douceur sur l'héliport du toit du domaine Valois à Saint-Germain-en-Laye, Yvelines. Victoria, vêtue d'une tenue de détente postpartum douce et propre, fut soigneusement aidée à sortir de l'hélicoptère par 2 infirmières. Les jumeaux dans ses bras dormaient profondément, leurs petits poings serrés, complètement inconscients de ce qui s'était passé cette nuit-là. Richard Valois se tenait au bord de l'héliport, entouré de 2 rangées soignées de personnel du domaine et d'une équipe médicale. L'homme, qui avait soulevé des tempêtes dans le monde des affaires pendant des décennies, avait les yeux rougis, serrant fermement un mouchoir dans sa main. Il regarda sa fille marcher vers lui pas à pas. « C'est bien que tu sois à la maison. » La voix de Richard trembla légèrement. « Vicky, papa a attendu 3 ans pour ce jour. » Victoria leva les yeux vers les tempes grisonnantes de son père et sentit soudain une piqûre au nez, mais elle se retint. Elle avait enduré 3 ans devant cet autre homme sans verser une seule larme. Elle n'allait certainement pas pleurer maintenant. « Papa, dit Victoria. Je suis de retour. Je ne repartirai plus jamais. » Richard hocha la tête, tendant la main pour prendre soigneusement l'un des bébés de ses bras. L'enfant gémit légèrement lors du transfert. Richard se figea instantanément, tenant le bébé comme s'il tenait un artefact inestimable, n'osant même pas respirer. Ces 2 petits, Richard baissa les yeux sur son petit enfant, une pointe de sourire apparaissant enfin dans sa voix. Ce sont les futurs héritiers de la famille Valois. Tout ce que la famille Lefebvre leur doit, leur grand-père le leur rendra pièce par pièce. Victoria ne parla pas. Elle tourna simplement la tête pour regarder les lumières de la ville s'estompant à l'horizon. Quelque part là-bas, un homme la cherchait frénétiquement comme un fou. Mais elle ne regarderait plus jamais en arrière. Chapitre 3. Dévastation totale. Marguerite Lefebvre n'avait jamais perdu son sang-froid comme cela en 56 ans de vie. Elle s'affala sur le canapé en cuir du salon du domaine de Saint-Cloud. Entourée d'un éventail de domestiques et de cadres d'entreprise au visage sombre qui s'étaient précipités. La table basse était empilée de documents, d'assignations à comparaître et d'avis bancaires, la pressant comme une montagne sous laquelle elle ne pouvait pas respirer. « Madame, le manoir de Neuilly a également été scellé », rapporta prudemment le gérant du domaine, sa voix baissant à chaque mot. Marguerite attrapa violemment une tasse de thé sur la table basse et la jeta par terre. Crash! Des éclats de porcelaine volèrent partout. Les domestiques firent collectivement un pas en arrière de terreur. Le gérant rentra la tête, n'osant pas prononcer un mot de plus. Cette Victoria, comment ose-t-elle? La voix de Marguerite était stridente. Que ai-je dit quand elle s'est mariée pour la première fois? Je savais que quelque chose n'allait pas avec elle. Comment une pauvre institutrice pourrait-elle attirer l'attention de mon David? Je le savais. Il y avait un problème. Elle a délibérément caché son identité. Elle est venue ici exprès pour détruire la famille Lefebvre. Le gérant ouvrit la bouche, voulant rappeler à la dame que le terme « pauvre institutrice » n'était probablement plus approprié. Mais en regardant l'expression dérangée de Marguerite, il ravala ces mots. Juste à ce moment-là, les grandes portes du salon s'ouvrirent, David entra. Tout son corps rayonnait du froid glacial de l'air nocturne. Son costume était sévèrement froissé, sa cravate depuis longtemps disparue. Ses yeux étaient fortement injectés de sang, comme s'il avait vieilli de 10 ans en une seule nuit. Au moment où Marguerite vit son fils, elle rebondit pratiquement du canapé, se précipitant pour lui attraper le bras. « David, tu es enfin de retour. Tu dois penser à quelque chose. Notre famille ne peut pas finir comme ça. Va trouver Victoria. Supplie-la. Dis-lui que tu t'es trompé. Dis-lui que tu ne verras plus jamais Chloé. Maman. » La voix de David était très douce. Si douce qu'elle était presque sereine. J'ai déjà reçu l'accord de divorce. Les mains de Marguerite se figèrent.
Elle regarda son fils avec de grands yeux. Tu l'as signé? David ne répondit pas. Il se dirigea vers la table basse et jeta un coup d'œil à l'épaisse pile de documents et d'assignations, ses lèvres se tordant en une courbe difficile à définir comme un sourire amer ou de la pure autodérision. Industrie Lefebvre, l'entreprise que son père lui avait laissée, l'entreprise dans laquelle il avait versé 10 ans de sang, de sueur et de larmes pour la construire. Elle n'a pas pu tenir une seule nuit contre la famille Valois. Monsieur Lefebvre, Michael, le directeur financier, s'approcha en essuyant la sueur de son front, serrant un ordinateur portable. La situation est pire que nous l'imaginions. Avant-Garde n'a pas seulement gelé nos comptes. Ils ont également saisi les droits de développement foncier de nos 3 plus grands projets immobiliers. L'investissement initial dans ces projets dépasse déjà 120 millions d'euros. Si la construction s'arrête, nous ne pourrons même pas payer les pénalités. Et les banques, demanda David. Michael secoua la tête. 3 banques ont émis des avis de recouvrement au même moment. Elles exigent que nous réglions tous nos prêts dans les 3 jours. Monsieur Lefebvre, cela totalise 700 millions d'euros. 3 jours. 700 millions d'euros. Un silence suffocant s'abattit sur le salon. Les lèvres de Marguerite tremblèrent comme si elle voulait parler, mais elle ne put former un seul mot. David s'assit lentement sur le canapé. Il tendit la main, prit une pile de documents sur la table et les feuilleta page par page. Sur les 17 filiales des Industries Lefebvre, 14 avaient leurs actifs gelés. Son Pantouse de luxe à Paris avait été saisi. Le prêt de sa Bentley avait été rappelé. Toutes les cartes de crédit à son nom avaient été désactivées. Même l'appartement haut de gamme qu'il avait acheté pour Chloé, payé avec les fonds d'entreprise des Industries Lefebvre, avait également été bloqué. La riposte de Victoria était un filet inéluctable, ne laissant absolument aucun angle mort. Elle veut ma mort. David posa les papiers, inclina la tête en arrière contre le canapé, fixa le plafond et murmura. En entendant cela, Marguerite eut l'impression que ses os avaient été arrachés de son corps. Elle s'effondra sur les genoux sur le sol avec un bruit sourd. Toute sa vie, elle avait tenu à sauver la face et à maintenir son grand statut avant tout. En public, elle était toujours la matriarche hautaine et dominatrice de la famille Lefebvre. Maintenant, les assignations à comparaître pleuvaient comme des blizzards. Les banquiers bloquaient les portes d'entrée, et tout le cercle de la haute société bourdonnait de la rumeur que son fils avait offensé la famille Valois. Sa dignité avait été déchirée en lambeaux, il n'en restait même pas de la poussière. C'est toute la faute de Chloé, cria soudainement Marguerite, comme si elle avait enfin trouvé un exutoire pour évacuer sa terreur. Si elle ne s'était pas raccrochée à toi tous les jours, pourquoi aurais-tu négligé Victoria? Pourquoi Victoria serait-elle partie? C'est toute la faute de cette traînée. Coupez les ponts avec elle immédiatement. Jetez-la. Peut-être. Peut-être que Victoria se calmera. Assez. David claqua. Sa voix n'était pas forte, mais elle força tous les gémissements de Marguerite à se taire. Il se leva, marcha jusqu'à la fenêtre et regarda la nuit noire. Il se souvint de la première fois que Victoria était entrée dans la famille et avait rencontré sa mère. Marguerite s'était tenue devant une pièce pleine de gens et avait dit « Notre famille a des standards élevés. Puisque tu t'es mariée, tu dois suivre les règles. Quand des invités viennent, reste hors de vue. Aide juste à la cuisine. » Victoria avait gardé la tête baissée et avait simplement répondu « D'accord. » David était là aussi. Il n'avait rien dit parce qu'il pensait que sa mère avait raison. Une institutrice n'était vraiment pas faite pour se montrer aux événements mondains de la famille Lefebvre. Il se souvint quand Victoria était enceinte de 4 mois. Une nuit, elle avait eu une forte fièvre. Il était sur le point de l'emmener à l'hôpital quand Chloé appela, disant qu'elle était ivre dans un bar et qu'il devait venir la chercher immédiatement. Sans hésiter, il confia Victoria au domestique et conduisit au bar. Le lendemain, quand il rentra, Victoria avait pris un taxi pour l'hôpital elle-même et avait passé 4 heures à recevoir des fluides intraveineux aux urgences. Quand elle le vit rentrer, elle ne dit pas un mot. Elle lui sourit simplement. Il se souvint du jour où elle a accouché.
Il reçut un appel de la mère de Victoria disant que la poche des os de Victoria avait rompu et qu'il se précipitait à l'hôpital. À ce moment-là, il se préparait à accompagner Chloé pour essayer une robe de créateur sur mesure parce que Chloé affirmait que la boutique était incroyablement difficile à réserver. Il appela l'hôpital pour confirmer la situation. Et puis il alla avec Chloé essayer des robes. Ce n'était pas qu'il ne savait pas que Victoria l'attendait. Il n'avait jamais simplement senti que la faire attendre aurait des conséquences parce que Victoria avait toujours été si obéissante. Elle ne se disputait pas. Elle ne se battait pas. Elle n'exigeait rien. Quand sa mère la réprimandait, elle se cachait et pleurait seule. Elle n'osait jamais répliquer. David supposait qu'une femme comme ça resterait toujours là où elle était. Peu importe à quel point il s'éloignait, chaque fois qu'il se retournait, elle serait là. Mais cette fois, quand il se retourna, elle était partie. Monsieur Lefebvre. Le gérant du domaine se précipita en brandissant un téléphone. Il y a plusieurs véhicules à la porte d'entrée. Ils disent qu'ils viennent de Valois Global. Ici pour récupérer les affaires laissées par Madame Éléonore Valois. Marguerite se leva du sol et se précipita vers la fenêtre. Effectivement, devant les grilles en fer, 3 Mercedes noires étaient garées. À côté des voitures se tenaient 7 ou 8 hommes en costume noir, se tenant parfaitement droit, ressemblant exactement à des gardes du corps professionnel. Les dirigeait une femme d'âge moyen d'une 40aine d'années, vêtue d'un tailleur gris élégant, les cheveux impeccablement tirés en arrière. Elle sonna à la porte, son visage affichant une composition professionnelle. « Ouvrez les portes, dit David. » Les grilles en fer s'ouvrirent lentement. La femme d'âge moyen entra avec 2 gardes du corps. Elle s'approcha de David et offrit un léger salut, courtois mais totalement distant. « Bonsoir, monsieur Lefebvre. Je suis la gérante du domaine de la famille Valois. Je m'appelle Madame Bertrand, sous les ordres de Mademoiselle Valois. Je suis venue récupérer les effets personnels laissés à votre résidence par sa mère, Madame Éléonore Valois. » Le visage de Marguerite changea instantanément. Il y a 3 ans, elle avait en effet forcé Éléonore Valois, la mère de Victoria, à vivre dans les quartiers des domestiques de la famille Lefebvre. Elle l'avait même obligée à aider aux tâches ménagères, affirmant que puisqu'elle ne faisait rien, elle pourrait aussi bien se rendre utile. Maintenant, cette femme était l'épouse de Richard Valois, la matriarche de l'Empire Valois Global. Chaque chose que Marguerite avait faite à l'époque était une erreur monumentale et impardonnable. J'y vais. J'irai les chercher. La voix de Marguerite tremblait violemment. Elle se retourna pour courir à l'étage. Ce ne sera pas nécessaire, Madame Bertrand leva la main pour l'arrêter. Son ton resta poli, mais ses yeux contenaient un froid distinct. Où est la chambre de Mademoiselle Valois? Nous irons nous-mêmes. De plus, Mademoiselle Victoria Valois m'a demandé de transmettre un message à Madame Lefebvre. Marguerite se figea sur place, un frisson lui traversant la colonne vertébrale. Mademoiselle Valois a dit que sa mère avait vécu dans la maison Lefebvre pendant 3 ans et avait bénéficié de beaucoup de soins de la part de Madame Lefebvre. Elle lui rendra cette gentillesse au centuple. Veuillez vous préparer, Madame Lefebvre. Ayant fini de parler, Madame Bertrand n'attendit pas la réaction de Marguerite. Elle conduisit le garde du corps directement vers les quartiers du personnel dans l'aile arrière. Marguerite resta paralysée, son visage aussi pâle qu'une feuille de papier. Ses lèvres tremblèrent longtemps avant qu'elle n'éclate finalement en sanglots bruyants et hystériques. David regarda la scène se dérouler sans dire un seul mot. Il savait que ce n'était que le début. Chaque mot que Victoria avait écrit dans sa lettre, elle le pensait. Elle avait dit qu'elle le quitterait sans même la chance de se prosterner à ses pieds, et elle allait s'en assurer. Il sortit son téléphone et fit défiler jusqu'à un numéro qu'il n'avait jamais composé de manière proactive auparavant, le numéro de portable de Victoria. Il hésita longtemps avant de finalement appuyer sur « Appeler ». Cela sonna une fois avant d'être rejeté. Quand il réessaya, le téléphone était éteint. Un message texte apparut à l'écran. L'expéditeur était Liam Moreau. Monsieur Lefebvre, Mademoiselle Valois a changé de numéro. Toutes les communications futures avec vous seront traitées uniquement par moi. De plus, un rappel amical.
Si l'accord de divorce n'est pas signé avant 10 heures demain, nous lancerons la phase 2 de notre plan de liquidation. Vous serez responsable des conséquences. David fixa le message texte, ses doigts serrant la coque du téléphone si fort qu'elle craqua. Il jeta le téléphone sur le canapé. L'écran resta allumé, reflétant un visage complètement consumé par le désespoir. Chapitre 4. La Fondation Valois. Victoria se tenait près des fenêtres du sol au plafond, regardant les gardénias en fleurs dans la cour. Bien que son regard ne fût pas vraiment sur les fleurs, elle portait une robe de détente ample et fluide. Une couverture en cachemire drapée sur ses épaules. Son teint était déjà beaucoup plus rosé que lorsqu'elle était revenue la veille. De la crèche derrière elle venaient les babillements des jumeaux, mêlés au doux fredonnement des infirmières de la maternité privée qui les berçaient pour dormir. C'était le bruit de fond le plus doux pour son deuil. C'était le domaine Valois, un vaste manoir à Saint-Germain-en-Laye couvrant plus de 2000 mètres carrés. De la fenêtre de sa chambre, elle pouvait voir des collines vallonnées, des allées privées sinueuses et un lac artificiel étincelant au loin. Elle était née et avait grandi ici. À 18 ans, elle avait eu une énorme dispute avec son père parce qu'elle insistait pour épouser David et était partie. Maintenant qu'elle revenait, 5 ans s'étaient écoulés. Mademoiselle, le petit déjeuner est prêt, annonça doucement une femme de chambre depuis l'embrasure de la porte. Victoria se retourna et hocha la tête pour montrer qu'elle avait compris. Elle sortit de la chambre, traversa un couloir tapissé de tapis persans, passa devant des salons ornés de tableaux anciens, jusqu'à la salle à manger de Lelay. Richard Valois était déjà assis au bout de la table, lisant le journal, une tasse de café fumant devant lui. À côté de lui était assise une femme d'âge moyen à l'air doux, regardant les nouvelles sur son téléphone. La femme leva les yeux, vit Victoria entrer, et ses yeux se remplirent de nouveau. « Maman !» Victoria s'approcha, s'assit à côté d'elle et lui tint la main. « Ne t'inquiète plus. Je vais bien. » Éléonore Valois, la mère de Victoria et l'épouse de Richard, serra fort la main de sa fille. Sa voix était étranglée par l'émotion. Le cœur de maman se brise de savoir que tu as enduré 3 ans à cet endroit. Je sais combien tu as souffert, mais tu n'as jamais dit un mot. Richard plia son journal et retira ses lunettes de lecture. Son visage, portant habituellement l'autorité terrifiante d'un titan de l'entreprise, montrait un rare moment de douceur. Il regarda sa fille, restant silencieux un instant avant de finalement parler. « Liam t'a donné le rapport hier ? » Oui. Victoria prit son verre de lait et en but une gorgée. Industrie Lefebvre est complètement paralysée. Les banques ont émis des avis de recouvrement. Tous les partenaires ont retiré leurs investissements. David m'a appelé hier soir. J'ai ignoré. Que comptes-tu faire ensuite ? Demanda Richard. Son ton sonnait comme s'il discutait d'une affaire commerciale de routine plutôt que de la première moitié de la vie de sa fille. Victoria posa son verre et regarda son père. Ses yeux étaient brillants d'une lumière qui s'était enfin libérée. « Papa, je veux voir les billets à ordre des Industries Lefebvre. » Richard ne posa pas de questions. Il claqua des mains et le majordome apporta immédiatement un coffre-fort noir et le plaça sur la table à manger. Le coffre-fort fut ouvert, révélant plus d'une douzaine de dossiers soigneusement empilés. Chacun portait un sceau d'entreprise rouge vif. Victoria prit le premier dossier et ouvrit la première page. C'était un contrat de près de 30 millions d'euros. Le créancier était Avant-Garde Capital. Le débiteur était Industrie Lefebvre. Sous la section de la garantie personnelle, la signature de David Lefebvre était bien visible. Le deuxième dossier, 50 millions d'euros. Objet, développement immobilier commercial. Source de fonds, Avant-Garde. Le troisième dossier, 25 millions d'euros. Le quatrième dossier, 75 millions d'euros. Victoria les feuilleta un par un. À chaque page qu'elle tournait, la courbe de ses lèvres devenait plus froide. En additionnant la douzaine de contrats, le montant total que les Industries Lefebvre avaient emprunté auprès des institutions financières affiliées à Avant-Garde au fil des ans atteignait le chiffre stupéfiant de 3,5 milliards d'euros. Les 3,5 milliards d'euros étaient de l'argent de la famille Valois. Papa.
Victoria leva les yeux, une trace d'incrédulité dans sa voix. Quand as-tu commencé à faire ça? Richard but une gorgée de son café, son expression plate, comme s'il parlait de quelque chose de tout à fait trivial. Du jour où tu l'as épousé, je savais que tu ne voulais pas que j'interfère dans ta vie. Alors pendant 3 ans, j'ai simplement approuvé discrètement ses lignes de crédit. Je ne l'ai jamais une seule fois pressé de rembourser. Je l'ai laissé croire qu'il faisait grandir les industries Lefebvre par sa propre brillance. Victoria était stupéfaite. Elle se souvint soudain comment David se vantait autrefois avec suffisance devant elle d'avoir quadruplé la taille des industries Lefebvre en 3 ans entièrement grâce à son propre sens des affaires et à son instinct aiguisé. Il n'avait jamais une seule fois soupçonné que le flux incessant de capitaux, les opportunités commerciales miraculeuses qui lui tombaient sur les genoux, et les investisseurs qui approuvaient inexplicablement ses projets étaient entièrement orchestrés par la famille de la pauvre femme qu'il méprisait. Papa? La voix de Victoria trembla soudain. Pourquoi as-tu fait ça? Parce qu'il est le père de mes petits-enfants. Richard regarda profondément sa fille. Je pouvais l'écraser à tout moment, mais je ne voulais pas que mes petits-enfants aient un père qui n'avait absolument rien. Je lui ai donné de l'argent pour le laisser grandir, pour voir s'il pouvait suivre le bon chemin par lui-même. S'il t'avait traité juste un peu mieux au fil des ans, s'il avait eu ne serait-ce qu'un brin de conscience, je n'aurais jamais demandé un seul centime de cet argent en retour. Richard fit une pause, puis dit lentement. Mais il ne l'a pas fait. Alors que ces mots s'installaient, la salle à manger resta silencieuse pendant un long moment. Éléonore se tamponna les coins des yeux, mais ne dit rien. Victoria prit une profonde inspiration, repoussa ses assiettes, se leva et marcha vers les fenêtres du sol au plafond. Le soleil du matin se déversait, la baignant d'une douce lueur dorée. Liam m'a dit, Victoria parla le dos tourné à son père, sa voix glaciale. David a essayé d'appeler son ami de fac pour emprunter de l'argent la nuit dernière. Cet ami est aussi lié à Avant-Garde, n'est-ce pas? Richard répondit nonchalamment. Quiconque dans son cercle est capable de prêter plus de 10 millions d'euros a le soutien de la famille Valois. Chaque centime qu'il essaie d'emprunter doit d'abord passer par moi. Victoria se retourna pour faire face à son père et sourit soudain. C'était un sourire de soulagement, de vindication, mais portant aussi un soupçon de tristesse désolée qu'elle-même ne pouvait pas tout à fait déceler. Papa, je sais exactement ce que je vais faire. Richard haussa un sourcil, lui faisant signe de continuer. La dette de 3,5 milliards d'euros, je ne vais pas le forcer à la rembourser d'un coup. Je vais la demander en 3 versements. Le premier versement, 500 millions d'euros dans les 7 jours. S'il ne peut pas payer, toutes les propriétés immobilières à son nom reviennent à la famille Valois. La voix de Victoria était mesurée et régulière, comme si elle énonçait les résultats d'une équation mathématique qu'elle avait déjà résolue. Le deuxième versement, 1,2 milliard d'euros dans un mois. S'il ne peut pas payer, l'intérêt majoritaire des industries Lefebvre est transféré à la famille Valois. Le troisième versement, les 1,8 milliard d'euros restants à régler en 3 mois. S'il ne peut pas payer, chaque filiale, chaque marque, chaque brevet sous les industries Lefebvre est absorbé par Avant-Garde. Richard écouta en silence un instant, puis sourit. C'était le sourire d'un vieux père réalisant que sa fille avait enfin grandi. Tu es bien plus impitoyable que ton père, Vicky, dit Richard. Des versements, le saigner à blanc, coupe par coupe, en s'assurant que chaque coupe fasse mal. Et s'il serre les dents et parvient à payer les 2 premiers versements? Que feras-tu alors? Le sourire de Victoria disparut. Papa, tu sais mieux que moi. Il ne peut pas rembourser. Son cercle social appartient à notre famille. Son flux de trésorerie appartient à notre famille. La maison où il vit, la voiture qu'il conduit, les costumes qu'il porte, tout a été payé avec l'argent de notre famille. David Lefebvre en tant qu'homme sans la famille Valois n'est absolument rien. Richard hocha la tête. Il se leva, s'approcha de sa fille et lui tapota l'épaule. Puisque tu as pris ta décision, vas-y. Tout ce que la famille Valois possède, utilise-le comme tu l'entends. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui relève d'Avant-Garde est le bouclier ultime pour toi et les petits. Éléonore s'approcha également, tirant sa fille dans une étreinte et murmurant, Vicky, maman était inutile.
Maman a avalé toute cette humiliation chez ta belle famille pendant 3 ans et n'a même pas pu te défendre. Nous ne nous cachons plus. Nous ne supportons plus. Victoria posa sa tête sur l'épaule de sa mère, ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Pendant 3 ans, elle avait vécu dans la maison Lefebvre la tête baissée et le dos courbé, écrasant toute la fierté d'une héritière milliardaire et l'avalant. Elle avait enduré que Marguerite l'appelle une malédiction sans le sou. Enduré que David la traite comme si elle était invisible. Enduré que Chloé la pointe du doigt et lui dise qu'elle ne le méritait pas. Elle avait tout avalé. Mais maintenant, elle n'allait plus le supporter. Elle allait faire regarder David de ses propres yeux comment la femme qu'il avait traitée avec un mépris absolu lui retirait systématiquement tout ce qu'il possédait. Le téléphone dans sa poche vibra. Victoria le sortit pour vérifier. C'était un message de Liam Moreau. Mademoiselle, David Lefebvre a signé l'accord de divorce. Il se tient actuellement devant les portes du domaine Valois, demandant à vous voir une dernière fois. Dois-je le laisser entrer ? Victoria jeta un coup d'œil à l'écran, puis posa le téléphone face contre table. Laissez-le attendre là. Chapitre 5. La panique de Chloé. Chloé Dubois n'avait pas dormi une seule minute de la nuit. Elle était allongée dans la chambre principale de son penthouse de luxe à Paris, fixant le lustre en cristal au plafond, l'esprit en désordre. Depuis que David avait quitté l'hôpital la nuit dernière, il n'avait répondu à aucun de ses appels. La douzaine de messages textes qu'elle avait envoyés affichaient tous lus, mais n'avait reçu aucune réponse. Finalement, elle essaya d'appeler à nouveau, seulement pour réaliser qu'elle avait été bloquée. Bloquée ? David l'avait bloquée. Chloé se redressa brusquement dans son lit, attrapa son téléphone et composa un numéro une fois de plus. Le récepteur ne joua que la voix féminine mécanique. Le numéro que vous avez composé est actuellement indisponible. Elle claqua le téléphone sur sa couette, se mordant la lèvre inférieure, les yeux grands ouverts d'anxiété. Ce n'était pas qu'elle n'avait jamais vu David traiter Victoria froidement auparavant. Pendant ces 3 années, un seul appel téléphonique de sa part pouvait éloigner David de Victoria. Si elle disait qu'elle ne se sentait pas bien, David abandonnerait sa femme enceinte pour l'emmener dîner. Si elle disait qu'elle se sentait lésée, David la prendrait dans ses bras pour la réconforter juste devant le visage de Victoria. Elle avait toujours cru que dans ce triangle amoureux, elle était la gagnante ultime. Victoria, cette femme fade et ennuyeuse, n'avait rien d'autre qu'un titre. Elle ne pouvait pas se comparer à elle du tout. Mais après la disparition de Victoria la nuit dernière, tout avait changé. Chloé ouvrit son téléphone et fit défiler son groupe de discussion de la haute société. Il avait explosé. Les débutantes et mondaines, qui agissaient habituellement comme si elles étaient au-dessus de tout, étaient toutes obsédées par le même sujet. Victoria Valois, vous avez entendu ? La femme paillasson de la famille Lefebvre est en fait la fille de Richard Valois. Oh mon Dieu ! J'ai entendu dire par mon père qu'Avantgarde a gelé tous les actifs de la famille Lefebvre du jour au lendemain. L'action Industrie Lefebvre s'est effondrée à l'ouverture de la bourse ce matin. C'est pire que ça. Les banques les ont également poursuivis. Le domaine Lefebvre a déjà été saisi. La mère de David a été filmée en train de pleurer devant la porte d'entrée ce matin. La vidéo est partout en ligne. Victoria l'a trop bien cachée. Elle a été mariée à David pendant 3 ans et n'a jamais laissé échapper un seul mot. Comment quelqu'un peut-il tolérer ça ? Chloé fit défiler les messages un par un, ses doigts devenant glacés. La femme qu'elle n'avait jamais regardée avec la moindre parcelle de respect était en fait une titan que personne n'osait contrarier. Et elle, Chloé, avait délibérément envoyé à Victoria des photos d'elle et de David passant du temps ensemble pendant la grossesse de Victoria. Elle avait posté des mises à jour passives agressives sur les réseaux sociaux, disant que certaines personnes étaient nées pour être des troisièmes roues. Victoria avait sans aucun doute tout vu. Chloé n'osa pas y penser davantage. Elle jeta la couette, ses pieds nus heurtèrent le froid plancher de bois franc, et composa un autre numéro. Cette fois, quelqu'un répondit. Bonjour, David. La voix de Chloé était douce et frénétique, portant un sanglot forcé et délibéré. Tu me parles enfin.
Je t'ai appelé toute la nuit et tu ne répondais pas. J'étais morte d'inquiétude. Est-ce que ce qui s'est passé hier soir est vrai? Victoria est-elle vraiment de la famille Valois? C'est vrai. La voix de David était épuisée, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Il ne la cajola pas avec sa gentillesse habituelle. Son ton était distant, frôlant le glacial. Alors, comment vas-tu? Qu'en est-il de l'entreprise? Qu'en est-il de la maison? Chloé posa les questions rapidement. Sa principale préoccupation n'était pas l'état émotionnel de David, mais plutôt les pertes financières réelles. L'entreprise est finie. Les maisons ont été saisies, répondit David sèchement. La prise de Chloé sur son téléphone se resserra involontairement. Alors, j'ai entendu dire que tu devais beaucoup d'argent à la famille Valois. C'est vrai? La ligne resta silencieuse pendant quelques secondes. Puis David, utilisant un ton qu'elle n'avait jamais entendu de lui auparavant, demanda, « Qui t'a dit ça ?» Tout le monde dans les groupes de discussion en parle. La voix de Chloé s'affaiblit. Ils disent que les industries Lefebvre ont entièrement dépendu du capital d'Avant-Garde toutes ces années. Ils disent que tu leur dois des milliards maintenant. Chloé. David l'appela soudain par son nom complet. Pas les noms d'animaux affectueux qu'il utilisait habituellement, juste son nom complet froid. Le cœur de Chloé rata un battement. Une sombre prémonition monta. J'ai passé toute la journée avec toi hier, de midi à minuit. Au même moment, Victoria était à l'hôpital en train d'accoucher de mes enfants. Je t'accompagnais pour essayer des robes, dîner dans un restaurant français et faire du shopping. Parce que quand sa mère a appelé, tu as dit que tu avais mal à la poitrine. La voix de David n'avait aucune inflexion. C'était comme s'il lisait la liste des crimes de quelqu'un d'autre. Chloé, sais-tu quel était le prix de ta douleur à la poitrine? Les lèvres de Chloé commencèrent à trembler. Elle ouvrit la bouche mais n'avait aucune idée de ce qu'il fallait dire. Pendant que Victoria était en salle d'accouchement, se battant pour sa vie, je t'épluchais une pomme. Quand son hélicoptère a atterri sur le toit, j'étais devant ton immeuble à attendre le valet. Chloé, peux-tu me dire, tout ce que j'ai fait en valait-il la peine? David, ne sois pas comme ça. La voix de Chloé fondit dans une flaque de vulnérabilité. Elle savait exactement comment manipuler David. Dans le passé, tant qu'elle agissait de manière mignonne et impuissante, toute dispute se dissolvait instantanément. Je ne savais pas qu'elle était l'héritière de la famille Valois. Si j'avais su, je jure que je n'aurais jamais. Si tu avais su qu'elle était l'héritière, tu l'aurais traitée avec un respect absolu, n'est-ce pas? David la coupa. Son ton portait une moquerie autodérisoire. Même lui ne pouvait pas la reconnaître. Chloé, je viens de comprendre quelque chose. Chaque fois que tu m'appelais, c'était juste au moment où Victoria avait le plus besoin de moi. Quand elle était enceinte, le jour de son anniversaire, quand elle accouchait. Chaque fois que tu étais là. Le visage de Chloé devint complètement blanc. Je n'ai pas. Elle voulait expliquer, mais réalisa qu'elle ne pouvait pas trouver une seule excuse valable parce que David avait raison. Elle l'avait fait exprès. Du jour où elle avait découvert que Victoria était enceinte, elle avait décidé d'arracher complètement le cœur de David avant la naissance des bébés. Elle ne pensait pas qu'il y avait quoi que ce soit de mal à cela. Se battre pour un homme, c'était juste une question de qui avait les meilleures compétences. J'ai des choses à faire. David ne voulait plus écouter. Sa voix avait retrouvé sa froideur originelle. Ne me contacte pas avant un moment. La famille Valois me surveille de près. S'ils nous voient en contact, ce ne sera bon pour personne. Avant que Chloé ne puisse réagir, la ligne se coupa. Elle rappela, mais tomba directement sur la tonalité. Elle laissa tomber le téléphone. Il rebondit sur le bord du lit et tomba au sol. Chloé resta figée, son cœur battant follement contre ses côtes. Tout ce qu'elle pouvait entendre était cette phrase résonnant dans sa tête. La famille Valois me surveille de près. Si Victoria décidait de s'intéresser à elle, si Victoria déterrait toutes les photos, les journaux de discussion, les preuves de son tourment intentionnel de la femme légitime, que ferait-elle? Sa famille dirigeait Matériaux de Construction du Bois.
C'était à peu près de la même taille que Industrie Lefebvre, peut-être même légèrement plus petit. La famille Valois avait écrasé David du jour au lendemain. Détruire sa famille ne prendrait rien de plus qu'une seule phrase. Chloé se retourna, ouvrit son placard en déchirant, et commença frénétiquement à chercher des vêtements. Elle ne pouvait pas rester assise là à attendre de mourir. Elle devait aller voir Victoria. Elle devait expliquer, s'excuser, supplier de la pitié. Quoi qu'il en coûte, elle ne pouvait pas laisser ce feu la consumer. Mais juste au moment où elle finissait de se changer, on frappa à la porte de son appartement. Chloé regarda à travers le judas. Devant la porte se tenait un groupe d'hommes en costume noir. L'homme qui les dirigeait portait des lunettes à monture dorée. Elle reconnut ce visage. L'assistant exécutif en chef de Valois Global, Liam Moreau. Les jambes de Chloé se dérobèrent. Chapitre 6. Siège total. Chloé était trop terrifiée pour ouvrir la porte. Elle s'appuya contre le lourd panneau de bois, son cœur battant si fort qu'elle sentait qu'il allait lui sortir de la gorge. Dehors, l'homme nommé Liam Moreau frappa encore 3 fois. Nonchalamment, le rythme exactement le même que lorsqu'il avait frappé à la porte de la chambre d'hôpital de David. Mademoiselle Dubois. La voix de Liam parvint clairement et calmement à travers la porte. Je suis Liam Moreau, assistant exécutif du président de Valois Global. Mademoiselle Valois m'a autorisé à avoir une conversation avec vous concernant la façon dont vous avez utilisé les ressources des Industries Lefebvre pour votre gain personnel au cours des 3 dernières années. S'il vous est incommode d'ouvrir la porte, nous pouvons parler d'ici. Cependant, je ne recommande pas de discuter de ce sujet dans le couloir. Après tout, il y a certaines choses que vous ne voudriez probablement pas que vos voisins entendent. Le visage de Chloé passa du vert au blanc pâle. Elle se mordit la lèvre, hésita quelques secondes avant de finalement poser sa main sur la poignée de porte. La porte s'ouvrit. Liam entra avec 2 assistants, son regard balayant l'appartement. Le Penthouse était situé dans le quartier le plus cher de Paris, élégamment et somptueusement décoré. Sur la table basse du salon se trouvait un sac de créateur en édition limitée qu'elle et David avaient acheté en faisant du shopping la veille. L'étiquette de prix n'avait même pas été coupée. L'environnement de vie de Mademoiselle Dubois est plutôt agréable. Liam ajusta ses lunettes, son ton empreint d'un sarcasme froid et non dissimulé. La valeur marchande de cet appartement est d'environ 5 millions d'euros. Les frais de copropriété mensuels sont de 15 000 euros. À ma connaissance, Mademoiselle Dubois, vous n'avez aucune source de revenus stable. L'entreprise de matériaux de construction de votre famille a tourné à perte ces 2 dernières années. Par conséquent, les fonds utilisés pour l'achat de cet appartement ont été fournis par David Lefebvre, et l'argent de David Lefebvre a été fourni par la famille Valois. Le visage de Chloé devint rouge écarlate, puis se vida instantanément de sa couleur. Elle ouvrit la bouche pour argumenter, mais réalisa qu'elle ne pouvait invoquer aucune excuse défendable. Veuillez vous asseoir. Liam ne fit pas de cérémonie, s'installant confortablement sur le canapé. Il sortit un iPad de sa mallette et ouvrit un dossier. Mademoiselle Dubois, nous ne sommes pas ici pour bavarder aujourd'hui. Mademoiselle Valois m'a demandé de vous transmettre un message. Quel message? La voix de Chloé trembla. Elle a dit que le fait que vous ayez couché avec son mari pendant 3 ans ne l'intéressait pas de se disputer. Cependant, chaque centime que vous avez dépensé appartenait à la famille Valois. Elle exige que vous recrachiez chaque dernier centime. Tandis que Liam parlait, il fit pivoter l'iPad et le fit glisser sur la table basse vers Chloé. Sur l'écran se trouvait un grand livre détaillé et effroyablement précis. Il enregistrait chaque transaction que David avait effectuée pour Chloé au cours des 3 dernières années. Le montant, la date, le but, le bénéficiaire, même l'heure à laquelle Chloé avait utilisé la carte de crédit secondaire de David pour acheter une bouteille d'eau dans un dépanneur étaient mis en évidence. Le grand total est de 6,5 millions d'euros. Liam lut utilement la dernière ligne. Cela inclut l'acompte et les coûts de rénovation de cet appartement, l'achat de la Porsche immatriculée à votre nom, tous vos achats de produits de luxe au cours des 3 dernières années. Et les honoraires de conseil que vous avez transférés des comptes d'entreprise des Industries Lefebvre sous divers prétextes.
Mademoiselle Dubois, vous n'avez jamais travaillé un seul jour aux Industries Lefebvre, pourtant vous n'avez eu aucune difficulté à percevoir ces honoraires de conseil. Le sang quitta complètement le visage de Chloé. Elle fixa le grand livre, ses doigts tremblant de manière incontrôlable. Elle savait que David avait dépensé beaucoup d'argent pour elle, mais elle n'avait jamais imaginé que chaque achat avait été suivi avec une clarté aussi terrifiante. Pire encore, le fait que Victoria puisse produire ce grand livre signifiait qu'Avantgarde connaissait la situation financière de David dans les moindres détails, peut-être même mieux que David lui-même. Mais pourquoi devrais-je rembourser ? Chloé essaya de rassembler le dernier lambeau de sa bravade, levant le menton de manière défensive. David a dépensé cet argent pour moi volontairement. Je ne l'ai pas forcé. Les cadeaux faits pendant une relation amoureuse ne nécessitent légalement pas de remboursement. Liam sourit. Un sourire poli et raffiné qui fit dresser les poils sur les bras de Chloé. Vous avez un bon argument, mademoiselle Dubois. Les cadeaux faits pendant une cour ne doivent généralement pas être rendus. Mais je dois vous rappeler 2 choses. Liam leva 2 doigts. Premièrement, cet argent a été acquis par David Lefebvre via des prêts d'Avantgarde. Cela constitue une perte inappropriée d'actifs d'Avantgarde. Deuxièmement, la relation entre vous et David Lefebvre peut difficilement être légalement définie comme une cour, n'est-ce pas ? David Lefebvre était un homme marié. Vous étiez pleinement consciente de ce fait. Devant un tribunal, cette relation est légalement définie comme une dilapidation des biens matrimoniaux par une partie fautive. Dites-moi, si Avantgarde vous poursuit pour enrichissement sans cause et dépenses non autorisées de fonds matrimoniaux communs, quelles sont, selon vous, nos chances de gagner ? Chloé fut réduite au silence. Liam rangea l'iPad, se leva et ajusta le col de son costume. Du début à la fin, son ton maintint un calme professionnel dénué d'émotion. Pourtant, chaque mot frappait directement les peurs les plus profondes de Chloé. Mademoiselle Dubois, je ne suis ici aujourd'hui que pour vous informer de la situation. Je ne suis pas ici pour négocier. Vous avez 3 jours pour transférer exactement 6,5 millions d'euros sur le compte désigné d'Avantgarde, pas un centime de moins. Si vous faites défaut, nous engagerons simultanément des poursuites civiles et une exposition médiatique. Vous devez être très consciente de ce qui arrivera à votre réputation dans vos cercles sociaux une fois que les photos, les journaux de messages et les registres d'hôtel entre vous et David Lefebvre seront rendus publics. Liam fit une légère pause avant d'ajouter, de plus, votre père, Thomas Dubois, est actuellement en train de soumissionner pour le projet de réaménagement de la Seine. Le financement principal de ce projet est contrôlé par le fonds d'investissement immobilier d'Avantgarde. Croyez-vous honnêtement que si mademoiselle Valois est de mauvaise humeur, la famille Dubois gagnera cet appel d'offres ? Ce fut un coup fatal. La tête de Chloé se releva brusquement, les larmes coulant enfin de ses yeux. Elle pouvait risquer sa propre réputation, mais elle ne pouvait pas risquer les affaires de son père. La compagnie Dubois luttait depuis des années. Si cet appel d'offres échouait, sa famille était complètement condamnée. Je comprends. La voix de Chloé était comme si elle avait avalé du sable. 3 jours, je vais trouver une solution. Liam hocha la tête, laissa une carte de visite sur la table basse et se dirigea vers la porte. Juste au moment où il l'atteignit, il s'arrêta comme s'il se souvenait soudain de quelque chose. Oh, une dernière chose, mademoiselle Dubois. Mademoiselle Valois m'a demandé de vous transmettre une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle est qu'elle et David Lefebvre divorcent. Vous n'avez plus besoin de vous cacher sous le titre de maîtresse. La mauvaise nouvelle est que l'accord de divorce stipule clairement que David Lefebvre repart sans absolument rien. Tous ses actifs reviennent à la famille Valois, ce qui signifie qu'à l'heure actuelle, il est exactement comme vous. Il n'a pas un seul centime à son nom. Chloé resta figée sur place, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. La porte se referma doucement. Le son des chaussures en cuir de Liam s'estompa dans le couloir. Chloé se tenait seule au centre de son salon. Tout autour d'elle se trouvaient les sacs de créateurs, les vêtements de luxe, les meubles importés qu'elle avait achetés avec l'argent d'Avantgarde. En l'espace de 10 minutes, rien de tout cela ne lui appartenait plus. Elle se jeta violemment sur la table basse, attrapa son téléphone et, les mains tremblantes,
composa à nouveau le numéro de David. Toujours la tonalité. Elle rappela encore et encore et encore. Finalement, la réalisation la frappa. Ce n'était pas que David refusait de répondre à ses appels. David était vraiment fini. Un homme sans aucun actif, des milliards de dettes. Même s'il répondait au téléphone, que pourrait-il faire? Pourrait-il l'aider à payer l'argent? Pourrait-il sauver l'entreprise de son père? Il était lui-même un chien errant maintenant. Chloé s'effondra sur le parquet, enfouit son visage dans ses genoux et laissa échapper un hurlement de douleur étouffé. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, David se tenait devant les massives grilles en fer du domaine Valois à Saint-Germain-en-Laye. Il était là depuis 3 heures. Personne n'était venu le voir. Les grilles restaient hermétiquement fermées. Les caméras de sécurité montées sur les murs fixaient froidement son visage. À l'intérieur du poste de garde, 2 agents de sécurité inexpressifs de la famille Valois le regardaient toutes les quelques minutes, comme pour vérifier s'il s'était évanoui. Les lèvres de David étaient gercées et saignantes. Ses jambes étaient engourdies et douloureuses, mais il n'osait pas partir. Il avait épuisé toutes les relations qu'il avait. Appelé tous les numéros de son téléphone et chaque personne lui avait dit exactement la même chose. Tu as offensé la fille de Richard Valois. Dans cette industrie, qui oserait encore s'associer à toi? À part Victoria, personne ne pouvait le sauver. Et il savait parfaitement que les conditions de Victoria pour le sauver seraient bien plus brutales qu'il ne pouvait l'imaginer. Chapitre 7. La belle-mère supplie Marguerite Lefebvre avait vécu 56 ans et ne s'était jamais agenouillée devant personne. Mais aujourd'hui, elle était agenouillée sur le trottoir devant les imposantes grilles en fer du domaine Valois. David ne pouvait pas l'arrêter. En vérité, David pouvait à peine se tenir debout. À 4 heures du matin, la mère et le fils avaient été expulsés de leur domaine de Saint-Cloud-Saisie et forcés de s'enregistrer dans un motel sans marque délabré près de l'autoroute. La chambre de motel était pire que les quartiers des domestiques du manoir Lefebvre. Les murs étaient minces comme du papier, et la télévision hurlante de la chambre voisine empêchait Marguerite de dormir toute la nuit. Au lever du jour, elle regarda dans le miroir ses cheveux, qui semblaient être devenus à moitié gris du jour au lendemain, et prit soudain une décision. Elle allait trouver Victoria. Nous allons la supplier, dit Marguerite à David, sa voix étrangement calme. Peu importe ce qu'elle me demande, je le ferai. Tant qu'elle nous laisse partir. Ça ne marchera pas, dit David. Elle ne nous verra pas. Si elle ne nous voit pas, je m'agenouillerai jusqu'à ce qu'elle le fasse, répondit Marguerite. Et c'est ainsi qu'elle était là, agenouillée devant les grilles en fer forgé du domaine Valois. L'air vif et frais du matin d'automne portait un froid piquant. L'allée pavée était dure et glaciale, mordant douloureusement ses genoux. Marguerite serra les dents, gardant le dos rigoureusement droit. Elle n'avait jamais rien fait d'aussi dégradant de sa vie. Ses mouvements étaient raides comme une marionnette rouillée, mais ses genoux avaient tout de même touché le sol. Des joggeurs occasionnels passaient, jetant des regards curieux. Le garde du corps de la famille Valois se tenait immobile à l'intérieur des grilles, agissant comme si la femme agenouillée dehors n'était pas un être humain, mais un rocher sans importance. David se tenait à quelques mètres, appuyé contre la porte de sa voiture, regardant sa propre mère se prosterner au sol. Il sentit comme si quelqu'un lui avait enfoncé une poignée de verre pilée dans la poitrine. Chaque respiration le déchirait. Il voulait avancer et relever Marguerite, mais ses pieds semblaient enracinés au trottoir. Il savait que si elle ne s'agenouillait pas, Victoria ne sortirait pas. Et même si elle s'agenouillait, Victoria pourrait toujours ne pas sortir. Après que Marguerite eut été agenouillée pendant environ une demi-heure, l'interphone de la porte en fer crépita soudain. Madame Lefebvre, la voix d'une jeune femme de chambre parvint par le haut-parleur, polie mais entièrement détachée. Mademoiselle Valois m'a demandé de vous poser une question. Vous agenouillez-vous ici aujourd'hui parce que vous croyez vraiment que vous aviez tort par le passé ou simplement parce que la famille Lefebvre a fait faillite? Les lèvres de Marguerite tremblèrent. Elle leva les yeux et cria vers l'interphone, sa voix stridente et désespérée. J'avais tort. J'avais vraiment tort. Dites à Victoria que je n'aurais pas dû la traiter comme ça. Je n'aurais pas dû la faire dormir dans la chambre des domestiques.
Je n'aurais pas dû l'appeler un fardeau sans le sou. Je n'aurais pas dû l'humilier devant nos proches. J'admets toutes mes erreurs. S'il vous plaît, dites-lui de regarder pour l'amour de ses deux bébés, mes petits-enfants, et de nous voir. » L'interphone resta silencieux. Il resta silencieux si longtemps que Marguerite pensa que Victoria avait coupé la connexion. Des larmes boueuses commencèrent à monter dans ses yeux, coulant sur les rides de son visage. Juste à ce moment-là, la petite porte piétonne à côté des grandes grilles en fer s'ouvrit en un clic. La tête de Marguerite se leva brusquement, une lumière désespérée jaillissant de ses yeux. Mais la personne qui en sortit n'était pas Victoria. C'était Éléonore Valois, la mère de Victoria. Éléonore portait aujourd'hui un tailleur de soie bleu marine. Ses cheveux étaient relevés en un chignon élégant, et une paire de boucles d'oreilles en perles impeccables reposait sur ses lobes. Elle avait l'air entièrement différente de la femme qui avait vécu dans les quartiers des domestiques de la famille Lefebvre. Quand Marguerite vit Éléonore, son visage se tordit violemment. Cette femme avait travaillé comme domestique dans sa maison pendant 3 ans. Marguerite l'avait commandée, lui avait ordonné de servir les invités et s'était moquée de ses mains rugueuses comme du papier de verre. Maintenant, cette femme portait un costume plus cher que tout ce que Marguerite avait porté de sa vie, la regardant d'en haut alors qu'elle était agenouillée au sol. Éléonore. Marguerite força le nom à sortir de sa gorge, affichant un sourire sur son visage qui était bien pire que de pleurer. Éléonore ne la reconnut pas. Elle regarda simplement Marguerite calmement. Il n'y avait pas de colère dans son regard, pas de jubilation, seulement une pitié faible et dévastatrice qui donnait à Marguerite envie de se cacher dans un trou. « Madame Lefebvre. » La voix d'Éléonore était douce. Pourtant, chaque mot s'écrasait sur le cœur de Marguerite comme un rocher. « Je suis venue vous voir aujourd'hui parce que j'ai quelque chose à vous dire. Des choses que j'ai gardées en moi pendant 3 ans. » Marguerite était agenouillée sur le trottoir, ses lèvres tremblantes, n'osant pas parler. « Il y a 3 ans, quand Victoria s'est mariée pour la première fois dans votre famille, elle était enceinte de 2 mois. Les nausées matinales étaient terribles. Elle vomissait tout ce qu'elle mangeait. Je suis allée à la cuisine et je lui ai fait un bol de soupe maison aux nouilles de poulet de A à Z. Vous avez versé la soupe directement dans l'évier. Vous avez dit que la nourriture paysanne bon marché n'avait pas sa place dans la cuisine Lefebvre. Je vous ai dit que Victoria avait toujours été fragile et je vous ai supplié de laisser passer cela juste cette fois. Vous souvenez-vous de ce que vous avez dit ? » Éléonore inclina légèrement la tête, comme si elle se remémorait un souvenir. « Vous avez dit, les filles de famille pauvres sont toujours si dramatiques. » Agissant comme si une grossesse était une crise de vie ou de mort. Le visage de Marguerite était aussi blanc qu'une feuille de papier. L'année dernière, pour l'anniversaire de Victoria, j'ai économisé pendant 6 mois pour lui acheter un petit médaillon en or 14 carats. Ce n'était pas cher, mais c'était l'amour d'une mère. Devant toute votre famille. Vous lui avez dit que la chaîne était trop fine, que la porter dehors embarrasserait la famille Lefebvre. Vous lui avez ordonné de l'enlever et de la cacher, lui disant de ne jamais laisser vos proches la voir. Victoria est retournée dans sa chambre et a pleuré toute la nuit. Pensiez-vous qu'elle pleurait à cause du collier ? La voix d'Éléonore resta calme, comme si elle racontait une histoire sur un étranger. Elle pleurait parce que ce collier a fini à la poubelle. Elle a fouillé toute la maison et l'a finalement retrouvé enfoui dans la poubelle de la cuisine. Les larmes de Marguerite se libérèrent enfin. Elle resta agenouillée là, tremblant de manière incontrôlable. Voulant dire quelque chose, mais incapable de former un seul mot, Éléonore fit un pas en avant, s'arrêtant à moins d'1 mètre de Marguerite. Elle regarda la femme qui avait jadis été si arrogante et dominatrice. Elle resta silencieuse pendant un long moment. « Madame Lefebvre, je n'avais initialement pas l'intention de sortir vous voir. Victoria m'a demandé de le faire. Elle a dit, vous voir agenouillée ici serait le tout dernier souvenir que j'aurai de votre famille. » La tête de Marguerite se leva brusquement, ses pupilles se dilatant de pure terreur. Elle réalisa soudain pourquoi Victoria avait envoyé sa mère, non pas pour offrir son pardon, mais pour dire un adieu final. Victoria n'avait jamais eu l'intention de la voir. Elle avait seulement envoyé Éléonore pour jeter un dernier regard sur l'état pathétique et brisé de Marguerite avant de se détourner pour toujours. Non,
Non. Marguerite se jeta soudain en avant comme une folle, s'agrippant à la jambe d'Éléonore. Vous ne pouvez pas partir. Dites à Victoria de sortir. Je me prosternerai. Je la supplierai de me pardonner. Elle ne peut pas détruire la famille Lefebvre. C'était l'œuvre de la vie de mon mari. Éléonore recula doucement d'un pas, se libérant de l'emprise de Marguerite. Ses yeux restèrent doux, mais une couche d'acier entra dans son ton. Madame Lefebvre, vous dites que l'entreprise était l'œuvre de la vie de votre mari. Permettez-moi de vous demander, qu'en est-il des 3 années de jeunesse de Victoria? Qu'en est-il des 3 années que j'ai passées à ravaler ma fierté? Pendant les heures où Victoria était complètement seule en salle d'accouchement, se battant pour sa vie. Qui va payer pour cela? La bouche de Marguerite s'ouvrit, incapable de faire un son. Éléonore se retourna vers la petite porte latérale. Quand elle atteignit le seuil, elle s'arrêta un instant. Elle ne se retourna pas, dit simplement doucement. Victoria a dit que les dettes des industries Lefebvre ne seront pas pardonnées. Mais quand les enfants grandiront, ils sauront que le nom de famille de leurs grands-parents était Lefebvre. C'est le dernier lambeau de dignité qu'elle est prête à donner. La petite porte se referma en un clic. Marguerite resta agenouillée sur le trottoir, s'effondrant complètement au sol, laissant échapper un hurlement d'agonie déchirant. Le son résonna longtemps dans les rues calmes de Saint-Germain-en-Laye ce matin avant d'être finalement emporté par le vent. Ne laissant rien derrière. David se tenait au loin. Du début à la fin, il n'avait pas fait un seul pas en avant. Il regarda sa mère agenouillée au sol, hurlant de douleur. Il regarda Éléonore tourner le dos et s'éloigner. Il regarda les lourdes grilles en fer se refermer fermement sur son visage. Il se souvint soudain du jour où Victoria avait accouché. Sa mère s'était tenue dans la chambre d'hôpital juste devant Victoria et avait dit, « Tant que les bébés naissent en bonne santé, c'est tout ce qui compte. Ne pense pas que tu peux utiliser ces enfants pour piéger mon fils. » À ce moment-là, Victoria venait de se faire recoudre ses incisions. Elle était allongée sur le lit d'hôpital, le visage pâle comme un fantôme, mais elle ne pleura pas. Elle regarda juste par la fenêtre le ciel et sourit tranquillement. À l'époque, David ne comprenait pas ce que signifiait ce sourire. Maintenant, il le savait. À partir de ce jour, Victoria Valois avait cessé de lui appartenir. Chapitre 8. L'accord de divorce. Au moment où la petite porte du domaine Valois se referma, David sut que s'agenouiller était inutile, pleurer était inutile, et supplier était inutile. Victoria ne refusait pas de le voir parce qu'elle était encore en colère. Elle refusait de le voir parce qu'à ses yeux, il était déjà une affaire classée, un dossier expiré. Il n'y avait plus besoin de l'ouvrir. David aida Marguerite à se relever et la ramena dans la voiture. Marguerite sanglotait toujours, sans fin, marmonnant, « Comment peut-elle être si cruelle ? Ces 2 bébés sont aussi mes petits-enfants. » David ne répondit pas. Il démarra la voiture, ramena sa mère au motel Bon Marché, puis se rendit à un autre endroit. Liam Moreau avait fixé un rendez-vous avec lui au gratte-ciel Avant-Garde Enterprise à Paris à 14 heures. David arriva aux portes tournantes de l'énorme immeuble de verre et d'acier de 6 étages à l'heure exacte. Le bâtiment de 6 à 8 étages se dressait au cœur absolu du quartier financier de la ville. Le drapeau doré de Valois Global Holdings flottait fièrement sur le mât devant. Il était venu ici quelques fois auparavant, invité dans les salons VIP en tant que partenaire commercial pour boire du café cher et discuter d'affaires. Aujourd'hui, il ne pouvait même pas passer le bureau d'accueil. Il devait s'enregistrer au poste de sécurité de l'entrée latérale, prendre un badge de visiteur temporaire et suivre un garde de sécurité inexpressif jusqu'à une salle de conférence au 17e étage. Liam l'attendait déjà à l'intérieur. Sur l'énorme table en acajou, il n'y avait que 2 choses, un dossier et un stylo noir. « Monsieur Lefebvre, veuillez vous asseoir. » Liam désigna la chaise en face de lui. Son ton était exactement le même que lorsqu'ils s'étaient rencontrés à l'hôpital. Calme, professionnel, dénué de toute émotion inutile. David s'assit, ses yeux fixés sur les mots noirs et gras imprimés sur la couverture du dossier. Accord de règlement de divorce.
Cet accord a déjà été examiné 3 fois par l'équipe juridique de Mademoiselle Valois. Liam ouvrit le dossier et poussa les pages vers David. Les clauses ont été légèrement ajustées par rapport à la version précédente. Je vous suggère de lire attentivement chaque section, en particulier les parties détaillant la division des actifs et le remboursement de la dette. David prit le document. Le papier était épais, l'impression nette. C'était un document de 17 pages. De la liquidation des biens matrimoniaux à la garde exclusive des jumeaux, du soutien conjugal au recouvrement des dettes d'entreprise des industries Lefebvre, chaque clause était hermétique. Il n'y avait absolument aucune marge de négociation. Il se tourna vers la page de la division des actifs. Il y était écrit, la première partie renonce volontairement à tous les biens matrimoniaux communs, y compris, mais sans s'y limiter, la résidence conjugale principale, tous les comptes bancaires conjoints, tous les véhicules enregistrés au nom des 2 parties, et tous les portefeuilles d'investissement. En raison de l'engagement de la famille de la première partie dans des abus émotionnels prolongés, ainsi que de la propre dilapidation des biens matrimoniaux et de l'infidélité de la première partie pendant la période où la deuxième partie a dissimulé son identité. La première partie renonce volontairement aux actifs susmentionnés à titre de dommages et intérêts compensatoires. Il se tourna vers la page de remboursement de la dette. C'était encore plus impitoyable. La première partie reconnaît que les 3,5 milliards d'euros de prêts acquis par les industries Lefebvre par le biais d'institutions financières affiliées à Avant-Garde au cours des 3 dernières années constituaient un soutien financier de la famille de la deuxième partie. Comme la rupture de contrat de la première partie a conduit à la dissolution du mariage, la deuxième partie exerce le droit d'exiger de la première partie de régler toutes les dettes dans les délais impartis. La dernière page contenait l'échéancier de remboursement, 3 versements, exactement comme Victoria l'avait décrit. Le premier versement, 500 millions d'euros dans les 7 jours. Le deuxième, 1,2 milliard d'euros dans un mois. Le troisième, les 1,8 milliard d'euros restants dans 3 mois. S'il faisait défaut, chaque actif, par d'équité, marque et brevet appartenant aux industries Lefebvre serait automatiquement transféré à Avant-Garde. David fixa l'accord, ses doigts tremblant légèrement de la force avec laquelle il le serrait. Il était dans les affaires depuis 10 ans. Il avait signé d'innombrables contrats. Il n'en avait jamais vu un comme celui-ci. Chaque clause était une impasse. Chaque section était une condamnation à mort. Et si je refusais de signer? David leva les yeux, fixant directement les yeux de Liam. Liam semblait avoir anticipé cette question exacte. Nonchalamment, il sortit un autre document de sa mallette et le plaça devant David. C'était une assignation et une plainte du tribunal de grande instance de Paris. La cause de l'action était listée comme dissolution du mariage et recouvrement de dettes. La plaignante était Victoria Valois. Si vous ne signez pas, Liam remonta ses lunettes sur son nez. Mademoiselle Valois m'a autorisé à déposer officiellement cette plainte dans l'heure. Une fois que cela se produira, les industries Lefebvre feront face à une enquête judiciaire formelle. Tous les actifs resteront gelés. Tous les comptes resteront saisis. Bien sûr, vous êtes libre de nous combattre au tribunal, mais avec l'équipe juridique d'Avant-Garde et notre montagne de preuves, vous pouvez traîner ce procès jusqu'à la fin des temps, et le résultat ne changera pas. La mâchoire de David se serra si fort que ses dents grincèrent audiblement. Il savait que Liam ne bluffait pas. Si la famille Valois pouvait paralyser les industries Lefebvre du jour au lendemain, elle pouvait certainement s'assurer qu'ils perdent tout dans une salle d'audience. Il n'avait absolument aucun levier. De plus, ajouta Liam, Mademoiselle Valois m'a demandé de vous rappeler que nous avons déjà rendu visite à Mademoiselle Chloé Dubois. Nous avons émis l'avis de recouvrement officiel pour les 6,5 millions d'euros qu'elle doit à Avant-Garde. Monsieur Lefebvre, Mademoiselle Valois ne déteste pas Chloé Dubois. Elle refuse simplement de permettre qu'un seul centime de l'argent de la famille Valois reste là où il n'a pas sa place. Quand David entendit le nom de Chloé, une émotion incroyablement complexe traversa ses yeux. Non pas le chagrin, non pas la colère, mais un épuisement profond et un profond dégoût. Il ne pouvait même plus se souvenir pourquoi il avait laissé Chloé le mener par le bout du nez, tout comme il ne pouvait plus se souvenir pourquoi il avait traité Victoria avec une telle froideur.
Tout ce qu'il savait, c'est que ce qu'il avait laissé échapper était infiniment plus précieux que ce qu'il avait jeté. David ferma les yeux, prit une profonde inspiration, et les ouvrit à nouveau. Il prit le stylo noir de la table, tourna à la dernière page, et signa son nom, David Lefebvre. C'était la signature exacte qu'il avait apposée sur d'innombrables contrats commerciaux d'expansion et de profit. Mais cette fois, il ne signait pas pour une fusion. Il signait l'arrêt de mort de l'œuvre de sa vie. Liam le regarda terminer le dernier trait sur la ligne de signature, ramassa les documents, se leva et lui tendit la main. David la serra machinalement. « Monsieur Lefebvre, dit Liam, mademoiselle Valois m'a demandé de vous transmettre un dernier message. Elle a dit qu'il y a 3 ans, quand vous étiez devant l'hôpital, si vous lui aviez simplement posé une question, quel est le nom de votre père ? La fin de cette histoire aurait été complètement différente. Les doigts de David se crispèrent violemment en un point, ses ongles s'enfonçant profondément dans ses paumes. Il y a 3 ans, Victoria l'avait appelé de l'extérieur de l'hôpital, lui disant que les résultats de ses tests médicaux étaient arrivés. Elle était enceinte. Des jumeaux. Quelle avait été sa réaction ? Il était resté silencieux pendant 3 secondes, puis avait dit exactement un mot. Compris. Il n'a jamais demandé comment son corps le supportait. Il n'a jamais demandé si elle avait peur. Il n'a jamais demandé si elle voulait qu'il vienne avec elle. Il n'a certainement jamais demandé « Quel est le nom de votre père ?» David relâcha son poing, se retourna et sortit de la salle de conférence. Le couloir était incroyablement long. L'élévation du 17e étage lui permettait de regarder par les fenêtres du sol au plafond et de voir la moitié de la ligne d'horizon de Paris. Au loin, un hélicoptère montait lentement, ressemblant exactement à celui qu'il avait vu depuis la fenêtre de l'hôpital cette nuit-là. Il s'arrêta de marcher et regarda l'hélicoptère s'éloigner de plus en plus jusqu'à disparaître au-dessus des nuages. Derrière lui, le clic aigu de talons hauts. Une femme sortit d'une autre salle de conférence au bout du couloir, tenant 2 bébés dans ses bras. Les pupilles de David se contractèrent violemment. C'était Victoria. Elle portait une élégante robe blanc cassé, ses cheveux retombant en cascade sur ses épaules. Elle semblait beaucoup plus en bonne santé qu'à l'hôpital. Elle tenait les jumeaux, suivis de 2 infirmières néonatales privées et de 2 gardes du corps. Victoria vit David aussi. Elle s'arrêta au fond du couloir. Les bébés dans ses bras babillaient, agitant leurs petites mains en l'air. Les 2 restèrent là, se regardant d'un bout à l'autre du long couloir. Les lèvres de David bougèrent comme s'il voulait appeler son nom ou peut-être dire « Je suis désolé ». Mais il trouva qu'il ne pouvait même pas forcer son nom à sortir de sa gorge. En 3 ans de mariage, il pouvait compter sur les doigts d'une main le nombre de fois où il l'avait réellement appelée Victoria. La plupart du temps, il l'appelait simplement et ou ne disait rien du tout. Victoria le regarda, son expression si paisible qu'elle frôlait l'apathie totale. Elle berça doucement sa petite fille, se pencha pour embrasser son front, puis se retourna, marchant dans la direction opposée. Les dos de ces 2 enfants s'éloignèrent de plus en plus sous les lumières du couloir, devenant de plus en plus flous. David resta figé comme une statue de pierre. Il se souvint soudain que lors d'un examen prénatal, Victoria avait écrit avec enthousiasme 2 surnoms pour les jumeaux sur un morceau de papier pour lui montrer. À l'époque, il répondait à un message de Chloé. Sans même lever les yeux, il avait dit « ce que tu veux ». Maintenant, il ne pouvait même plus se souvenir de ces noms. Chapitre 9. Le coup fatal. David pensait que signer l'accord de divorce signifiait que le cauchemar était terminé. Il avait tort. 3 jours après qu'il ait signé, Victoria déchaîna son ultime coup fatal. Ce matin-là, tout Internet fut inondé d'une vidéo. Les images provenaient d'une caméra de sécurité dans le couloir d'un hôtel 5 étoiles. L'horodatage datait d'une nuit où Victoria était enceinte de 8 mois. Dans la vidéo, David tenait Chloé par la taille alors qu'il sortait d'un ascenseur. Il riait et parlait, et David se pencha même pour embrasser le front de Chloé. L'horodatage en bas à droite était impossible à manquer, 22h47. Cette même nuit, Victoria s'était effondrée chez elle en raison d'une grave prééclampsie. C'était sa mère, Éléonore, qui avait appelé l'ambulance et l'avait transportée d'urgence à l'hôpital.
David n'était pas apparu à l'hôpital avant le lendemain matin. Et la toute première chose qu'il avait dite à Victoria était « Pourquoi es-tu toujours si négligente ?» Personne ne savait d'où venait la vidéo, mais tout le monde dans le monde des affaires savait que l'obtention des images de sécurité de cet hôtel spécifique nécessitait une autorisation interne de haut niveau. Et la division immobilière d'Avant-Garde était justement l'actionnaire majoritaire de cette chaîne hôtelière. Avant même que la chaleur de la vidéo ne s'estompe, la deuxième vague frappa. Cette fois, c'était un enregistrement audio. C'était une conversation entre David et Chloé à l'intérieur d'une voiture. La voix de Chloé était douce et mielleuse. « Ta femme est sur le point d'accoucher et tu viens me voir tous les jours. Tu n'as pas peur qu'elle se fâche ?» La voix de David portait un rire dédaigneux. « Qu'elle accouche. Je t'accompagnerai. Si elle ne s'est toujours pas restée à sa place après la naissance des enfants, je divorcerai d'elle. » Lorsque cet enregistrement est sorti, David était assis seul dans la chambre de motel Bon Marché, mangeant des nouilles instantanées. Son téléphone a soudain explosé avec des dizaines de messages à la fois, demandes d'interviews de journalistes, messages moqueurs d'anciens partenaires commerciaux et un barrage d'insultes de parfaits inconnus. Il fit défiler machinalement quand il vit la transcription de l'enregistrement audio. La fourchette en plastique dans sa main se cassa en deux avec un craquement aigu. Il se souvint d'avoir dit cela. Chloé était penchée en arrière sur le siège passager, agissant de manière gâtée, et il avait juste lâché les mots avec désinvolture. Il pensait honnêtement qu'il plaisantait, qu'il disait juste ce que Chloé voulait entendre pour la garder heureuse. Il ne le pensait pas vraiment, mais il avait indiscutablement prononcé ces mots exacts alors que sa femme était enceinte de ses enfants au cours du dernier trimestre le plus dangereux, confrontée à des complications potentiellement mortelles. Il avait dit cela. Il n'avait aucune défense car, peu importe comment il essaierait de l'expliquer, cette phrase le clouerait à jamais au pilier de la honte. Marguerite a vu la nouvelle aussi. Elle s'effondra sur le lit dur comme la pierre de la chambre de motel, son téléphone lui glissant des doigts et tombant sur le tapis Bon Marché. Elle ne pouvait même plus pleurer. Elle avait pleuré toutes ses larmes au cours des 3 derniers jours. Elle fixa la lumière poussiéreuse du plafond, répétant les mêmes mots encore et encore. C'est fini. Cette fois, c'est vraiment fini. Marguerite avait raison. La vidéo et l'audio n'étaient que les détonateurs. La véritable explosion est venue plus tard. Cet après-midi-là, l'équipe juridique personnelle de Victoria a tenu une conférence de presse. La conférence a eu lieu au centre des médias au rez-de-chaussée du gratte-ciel Avant-Garde. Les journalistes remplissaient complètement l'immense salle. Liam Morrow, agissant en tant que représentant pleinement autorisé de Victoria, se tenait au podium face à une mer de caméras et de microphones, lisant une brève déclaration. La déclaration de Mademoiselle Victoria Valois est la suivante, la voix de Liam résonna dans la salle via le système de sonorisation. 1. J'ai officiellement dissous mon mariage avec Monsieur David Lefebvre il y a 3 jours. Nous irons chacun de notre côté. 2. Concernant la dette d'entreprise entre Industrie Lefebvre et Avant-Garde, j'ai autorisé mon équipe juridique à la gérer entièrement. Ce n'est pas une vendetta personnelle, simplement le respect de la loi et des réglementations d'entreprise. 3. Concernant le contenu circulant en ligne impliquant Monsieur David Lefebvre et Mademoiselle Chloé Dubois, je n'ai aucun commentaire. 4. Ma priorité la plus importante est maintenant d'accompagner mes enfants à grandir en bonne santé. Je ne ferai plus de déclarations concernant mon mariage passé. En surface, la déclaration était sobre et digne. Pas de mots vicieux, pas d'insultes. Mais à cause de cette sobriété, la fureur du public a déferlé sur David et Chloé comme un raz de marée. Le calme de Victoria contrastait de manière flagrante et aveuglante avec la citation de David, qu'elle accouche. Je t'accompagnerai. Une femme qui a failli mourir en salle d'accouchement, disant simplement sans commentaire. Interrogée sur l'infidélité de son mari, ces 2 mots possédaient un pouvoir destructeur plus grand que 1000 accusations larmoyantes. Moins de 2 heures après la conférence de presse, le cours de l'action Industrie Lefebvre a atteint son plus bas historique. Les 2 derniers partenaires qui avaient tenu bon ont finalement envoyé des avis officiels de résiliation de leur contrat. Le site web officiel des Industries Lefebvre a été piraté.
La page d'accueil a été remplacée par une capture d'écran de la vidéo de sécurité de l'hôtel. Les 3 numéros de téléphone portable personnels de David ont été divulgués. Chaque minute, des inconnus l'appelaient juste pour lui crier des insultes. Chloé a eu encore pire. Des détectives en ligne ont fouillé l'entreprise de sa famille, Matériaux de construction Dubois. Ils ont déterré d'anciens articles sur son père, Thomas Dubois, qui avait coupé les coins ronds sur les matériaux et causé un effondrement de construction il y a des années. Le projet municipal de la Seine, que la famille Dubois avait pratiquement sécurisé, a envoyé un avis officiel cet après-midi-là. Matériaux de construction Dubois avait échoué à la vérification des qualifications et a été officiellement privé de ses droits de soumission. Quand Chloé a vu l'avis dans son appartement, elle s'est effondrée directement sur le sol. Elle a appelé David. Il n'a pas répondu. Elle a appelé son père. Son père est resté silencieux pendant très longtemps avant de finalement prononcer une phrase. Chloé, le petit héritage que ton père a réussi à amasser toute sa vie. Tu l'as détruit en un seul coup. Chloé a pleuré tout l'après-midi. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que ce n'était que le début. Victoria avait encore une preuve qu'elle n'avait pas divulguée. C'étaient les enregistrements de transactions du compte VIP Gros Joueur que Chloé avait ouvert dans une suite Bellagio de Monte-Carlo en utilisant les fonds d'entreprise des Industries Lefebvre pendant que David était en voyage d'affaires. Liam n'en avait pas parlé lors de sa première visite, non pas parce qu'il avait oublié, mais parce qu'il le gardait pour le moment idéal pour porter le coup de grâce. David était insensible à tout cela. Il était assis au petit bureau exigu de la chambre de motel. L'accord de divorce signé étalé devant lui. Dehors, la rue était bruyante et embouteillée. De l'autre côté de la route, une grue de construction sur un nouveau chantier tournait lentement, ressemblant à une aiguille de géante comptant les dernières secondes de sa vie. Son téléphone sonna à nouveau. Ce n'était pas un journaliste, ni un inconnu. C'était son ancien ami de fac et ancien plus grand fournisseur de matières premières pour les Industries Lefebvre, Robert Duval. David. La voix de Robert était douloureusement gênée, hésitant sur chaque mot. Écoute, je dois te dire quelque chose. Notre conseil d'administration a tenu une réunion aujourd'hui et a décidé de résilier notre contrat de fourniture à long terme avec les Industries Lefebvre. Nous paierons les pénalités selon le contrat, mais nous ne pouvons plus travailler avec toi. David resta silencieux quelques secondes avant de demander calmement, la famille Valois vous a-t-elle ordonné de faire cela? Robert se tut. Quand il parla à nouveau, sa voix était encore plus basse. La famille Valois ne m'a pas ordonné de le faire. Je n'ose tout simplement rien faire d'autre. David, tu as croisé la fille de Richard Valois. Dans cette industrie, qui oserait encore s'associer à toi maintenant? J'ai des parents à charge et des enfants à nourrir. J'ai des centaines d'employés qui ont besoin de leur salaire. Je ne peux pas prendre ce risque. David ne lui en voulait pas. Il raccrocha le téléphone, le mit en mode silencieux et le posa face contre terre sur le bureau. Il se souvint soudain de quelque chose que Victoria lui avait dit il y a longtemps. Elle venait de l'épouser. Il l'avait emmenée à un gala d'entreprise et les gens comméraient derrière son dos, disant qu'elle s'était mariée bien au-dessus de sa ligue. Victoria avait écouté ses commentaires désagréables toute la nuit. Quand il partait, elle s'était soudainement tournée vers lui et avait demandé, « David, si tu découvrais un jour que je t'avais menti, serais-tu en colère ?» Il avait un peu trop bu cette nuit-là. Il avait répondu avec désinvolture, « Que pourrais-tu bien mentir? Tu ne sais même pas mentir. » Victoria avait souri mais n'avait pas répondu. Maintenant, il le savait. Ce n'était pas qu'elle ne savait pas mentir. Elle était une maîtresse en la matière. Elle avait tissé un énorme mensonge pendant 3 ans. Elle avait utilisé une patience et un silence infini pour construire le piège parfait. Et puis, au sommet de son arrogance, au moment exact où il était le plus ingrat, elle avait violemment tiré le cordon, le pendant exactement là où il se tenait. Chapitre 10. Un nouvel empire. 3 mois plus tard. Dans la salle de conseil exécutif panoramique au dernier étage du gratte-ciel Avant-Garde Enterprise, une cérémonie de signature était en cours. Victoria était assise en bout de table.
Un accord final officiel, juste approuvé par l'équipe juridique, était étalé devant elle. Des deux côtés de la longue table en acajou se trouvaient des cadres en costume sur mesure. Devant chaque personne se trouvait un dossier estampillé du logo Avant-Garde. Liam Moreau se tenait derrière Victoria, rapportant à voix basse. Mademoiselle Valois, les 3 dernières filiales des Industries Lefebvre ont terminé leur liquidation. Tous les actifs et marques ont été absorbés avec succès dans la nouvelle plateforme d'Avant-Garde. À l'heure actuelle, le nom Industries Lefebvre a été officiellement dissous du registre d'État. Victoria hocha la tête, son expression placide. Elle signa son nom sur la dernière page de l'accord, reboucha son stylo et poussa le document vers les représentants adverses. Le processus entier fut propre, net, sans un seul mouvement inutile. Une salve d'applaudissements polis et retentissants remplit la salle de conseil. Victoria se leva et serra la main de chaque représentant. Elle portait une robe blazer noire impeccablement taillée. Ses cheveux tirés en un chignon élégant, une paire de simples clous d'oreilles en perles à ses oreilles. Toute sa présence dégageait une aura de commandement indéniable. En 3 courts mois, elle était passée de la femme pâle et larmoyante de la salle d'accouchement de l'hôpital à la souveraine absolue d'un empire de plusieurs milliards d'euros. Une fois la cérémonie de signature terminée, Victoria sortit de la salle de conseil. Liam la suivit de près, lisant son emploi du temps. À 14 heures, la cérémonie de pose de la première pierre pour le projet municipal de la Seine. Vous êtes l'orateur principal. À 16 heures, vous présiderez la réunion trimestrielle du conseil d'administration d'Avant-Garde. À 19 heures, le ministère du Commerce organise un gala de charité. Ils ont déjà envoyé l'invitation. Annulez le gala de charité, dit Victoria sans ralentir le pas. Je passe la soirée avec les enfants. Désormais, à moins que ce ne soit absolument critique, toutes les soirées doivent se terminer avant 19 heures. Compris. Liam le nota rapidement sur son iPad. Ils atteignirent les batteries d'ascenseur. Les portes s'ouvrirent et quelqu'un était déjà à l'intérieur. Richard Valois. L'homme plus âgé portait un costume sombre gris foncé impeccablement taillé. Ses cheveux impeccablement coiffés. En voyant sa fille entrer, les rides de son visage s'aplanirent en un doux sourire. La signature s'est-elle bien passée, demanda Richard. Parfaitement. Victoria se tint à côté de son père, observant les chiffres numériques des étages défiler à l'écran de l'ascenseur. Le nom Industries Lefebvre a officiellement cessé d'exister aujourd'hui. Du registre des sociétés aux annuaires de l'industrie, complètement effacé, demanda Richard à nouveau. Oui, complètement disparu. La voix de Victoria était légère, comme si elle parlait de quelque chose qui lui était totalement étranger. Richard resta silencieux un instant avant de parler, sa voix portant une trace de mélancolie. Honnêtement, s'il t'avait traité un peu mieux à l'époque, Industries Lefebvre n'aurait pas connu cette fin. Je lui ai donné des chances. Chaque fois que j'ai approuvé l'un de ses prêts au cours de ces 3 années, je lui donnais une chance. S'il t'avait montré ne serait-ce qu'un peu de décence, je n'aurais pas réclamé un seul centime de cette dette. L'ascenseur tinta et s'arrêta au dernier étage. Les portes s'ouvrirent pour révéler un étage entier dédié à un jardin suspendu. Sous l'énorme dôme de verre, une végétation luxuriante prospérait. La lumière du soleil se déversait d'en haut, baignant les plantes vibrantes de lumière. Au centre du jardin, sur un grand tapis de jeu moelleux, les 2 jumeaux joufflus étaient allongés dans les bras de leurs infirmières néonatales, babillant joyeusement. Victoria s'approcha et se pencha pour en prendre un. La petite fille gloussa immédiatement en voyant sa mère, agitant ses petites mains en l'air. Elle attrapa une mèche de cheveux de Victoria et essaya de la mettre dans sa bouche. Petite gourmande. Victoria libéra doucement ses cheveux, embrassa sa fille sur le front et se tourna pour regarder son fils, qui était en train de mordiller ses propres orteils. Les traits anguleux de son visage se fondirent instantanément dans une douceur totale. Ils ont été sages aujourd'hui ? L'infirmière sourit et dit, ces 2 petits chefs étaient pleins d'énergie aujourd'hui. Ils ont bu leur lait ce matin et ont joué pendant 2 heures. Ils viennent de se réveiller d'une sieste. Le petit garçon a même roulé seul. On a eu une peur bleue. Victoria s'assit sur le tapis de jeu,
plaça sa fille sur ses genoux et tendit la main pour chatouiller son fils. Les deux bébés la gardèrent incroyablement occupée, l'un attrapant ses doigts, l'autre mâchant l'ourlet de sa jupe. Richard et Liam se tenaient à une courte distance, observant la scène en silence. Après un long moment, Victoria leva finalement les yeux vers Liam. « Avons-nous récupéré les fonds de Chloé Dubois ? » « Nous avons récupéré la majorité. » Liam tapota son iPad. Sa famille a vendu le Penthouse de Paris. Combiné avec l'argent que son père a mendié et emprunté, ils ont remboursé exactement 5 millions d'euros. Il manque 1,5 million d'euros. La société de son père, Matériaux de construction Dubois, a officiellement déposé le bilan. Nous continuons de poursuivre le reste. Arrêtez de le poursuivre, dit Victoria d'un ton neutre. Prenez le 1,5 million d'euros restant et convertissez-le en un billet à ordre légalement contraignant. Faites-la le signer. Calculez les intérêts en fonction des taux bancaires actuels. Mettez-la sur un plan de paiement de 20 ans. Faites-la payer tous les mois. Nous n'avons pas besoin de l'argent, mais ce sera suffisant pour qu'elle n'oublie jamais. Liam le nota sur son iPad et hocha la tête. Et David ? Quand Victoria prononça ce nom, son ton ne changea pas le moins du monde. Cela sonnait comme si elle posait des questions sur un ancien dossier archivé. David Lefebvre travaille actuellement comme chef de car dans un drive-in de restauration rapide. Liam rapporta, il gagne 3 500 € par mois. Sa mère, Marguerite, est retournée dans sa ville natale rurale et vit dans une vieille caravane appartenant à un parent. David lui envoie 1 000 € par mois. Quant à ses dettes massives, après la liquidation, il ne lui reste absolument aucun actif exécutable. Nous avons donc cessé les efforts de recouvrement. Victoria hocha la tête et ne demanda rien de plus. Elle baissa les yeux vers la petite fille dans ses bras. Le bébé s'était endormi avec l'ourlet de la jupe de Victoria encore dans la bouche, ses petites lèvres entr'ouvertes, respirant doucement. Le petit garçon bâillait aussi dans les bras de l'infirmière, son petit visage rond adorablement plissé. Richard s'approcha et s'assit à côté de sa fille. Il tendit la main et caressa la tête de sa petite fille, sa voix basse. « Vicky, dis la vérité à papa. Le détestes-tu toujours ?» Victoria ne répondit pas immédiatement. Elle regarda le visage de sa fille endormie et resta silencieuse longtemps. « Papa, dire que je ne le déteste pas du tout. Ce serait un mensonge. » Sa voix était sereine, mais la haine et le fait de passer à autre chose ne sont pas mutuellement exclusifs. Je lui ai donné tout mon amour, et il a cru que c'était bon marché. Plus tard, j'ai repris tout mon amour, et il a finalement réalisé ce qu'il avait perdu. N'est-ce pas la meilleure fin possible ? Richard regarda sa fille, ses yeux remplis de chagrin et d'une immense fierté. Il se souvint de la jeune femme qui s'était tenue devant lui 3 ans auparavant, exigeant obstinément d'épouser David Lefebvre, si têtu que des chevaux sauvages n'auraient pu la ramener. 3 ans plus tard, elle était revenue, couverte de cicatrices, oui, mais aussi forgée dans une armure impénétrable. « Alors, quels sont tes plans maintenant ?» demanda Richard. Victoria reposa doucement sa fille sur le tapis de jeu, la couvrant d'une petite couverture. Elle se leva et marcha vers les fenêtres du sol au plafond. Dehors se trouvait le vaste horizon de la ville, une forêt d'acier et de verre, des rivières de circulation s'entrecroisant en contrebas. Le gratte-ciel avant-garde se tenait au centre même comme un titan silencieux regardant tout. « Papa !» Victoria regarda par la fenêtre, sa voix pas forte, mais portant une puissance inébranlable. « Avant-garde était entre tes mains pendant 30 ans et tu en as fait le top 3 de l'industrie. Dans les 10 prochaines années, je vais en faire le numéro 1. » Richard fut stupéfait une seconde, puis éclata de rire. C'était un rire de soulagement, de fierté, et peut-être un tout petit peu d'esprit de compétition d'un vieux père. « Grande gueule, dit Richard. J'ai appris de toi. » Victoria se retourna et lui sourit. La lumière du soleil se déversait à travers la vitre, atterrissant sur ses épaules. Elle se tenait là, l'éclatant empire avant-garde en or derrière elle, la prospérité animée de toute la ville à ses pieds. Ses 2 enfants dormaient paisiblement derrière elle. Son père était assis à ses côtés. Son équipe d'entreprise fonctionnait parfaitement dans les bureaux en dessous,
et l'homme qu'il avait autrefois traîné dans la boue avait complètement et définitivement disparu de son monde. Victoria sortit son téléphone et fit défiler jusqu'à une très vieille photo dans sa galerie. C'était une photo prise par une infirmière le jour où elle avait donné naissance aux jumeaux. Sur la photo, elle était allongée sur le lit d'hôpital, le visage blanc comme du papier, tenant 2 petits nourrissons ridés, forçant un faible sourire pour l'appareil photo. C'était la toute dernière photo qu'elle avait prise en tant que membre de la famille Lefebvre. Elle la regarda pendant quelques secondes, puis appuya sur « Supprimer ». L'écran s'illumina de nouveau, montrant son fond d'écran actuel pris ce matin même. Les 2 bébés, vêtus de grenouillères jaunes assorties, allongés côte à côte dans leur berceau, souriant sans dents à l'appareil photo. Le soleil filtrait à travers les rideaux, tombant sur leur visage comme de l'or chaud et brisé. Victoria verrouilla son téléphone et le glissa dans sa poche. Elle retourna vers le tapis de jeu, se pencha et prit les 2 bébés dans ses bras. Elle baissa la tête et embrassa chacun de leurs fronts. À partir d'aujourd'hui, sa voix était légère comme le vent. Maman va vous emmener voir un monde bien plus grand. Dehors, un hélicoptère décolla lentement de l'héliport sur le toit du gratte-ciel avant-garde. Les rotors hachèrent la lumière dorée du soleil, volant vers l'horizon infini. Dans un coin oublié de la ville, David Lefebvre se tenait derrière le comptoir d'un drive-in de restauration rapide. Il portait un uniforme standard, emballant un sac en papier pour un client. Ses mouvements étaient exercés, son expression hautement engourdie. Il ne ressemblait pas à des millions de personnes ordinaires luttant pour survivre dans cette ville. La télévision à écran plat montée au-dessus des caisses jouait les informations financières. La voix de l'animatrice était nette et brillante. Ce matin, Valois Global Holdings a officiellement achevé l'acquisition et l'intégration de tous les actifs appartenant auparavant aux Industries Lefebvre. Cela signifie le retrait permanent de la marque Industries Lefebvre du paysage des entreprises. Simultanément, la nouvelle PDG d'Avant-Garde, Mademoiselle Victoria Valois, a annoncé le plan d'expansion du conglomérat pour les 5 prochaines années, visant à devenir le numéro 1 incontesté de l'industrie. David leva les yeux vers l'écran de télévision. Une photo de Victoria de la cérémonie de signature apparaissait à l'écran. Elle se tenait au podium face aux caméras, son regard fixe et inébranlable. Elle était complètement méconnaissable de la femme pâle et faible de la chambre d'hôpital il y a 3 mois. David fixa l'écran pendant 2 secondes. Puis il baissa la tête, scella le sac de restauration rapide, se retourna et le tendit par la fenêtre au client. Voici votre commande. Passez une bonne journée. Sa voix était plate et répétée, comme celle des millions de gens ordinaires de cette ville. À l'extérieur de la fenêtre du drive-in, l'hélicoptère qui avait décollé du gratte-ciel avant-garde traversa le ciel. Il laissa une longue et mince traînée blanche contre le ciel bleu profond, s'estompant de plus en plus jusqu'à disparaître complètement.